Allez, on y va. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Centre culturel Anna-Simon Drahi. Bienvenue à l'Axil. Merci d'être là, très présent toujours, très nombreux. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir, effectivement. J'ai l'immense honneur de recevoir ce soir Nora Bussini. Et notre amie Ilana Ferradian, que vous pouvez applaudir, qui est aussi avec nous très souvent. Nora, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. On a préparé cette conférence avec grand plaisir. Échanger avec toi a vraiment été un bonheur. Journaliste d'investigation. D'invective déjà, d'investigation et d'invective aussi, tu as raison. Figure du journalisme, je dirais, d'insertion, on peut le dire comme ça. D'animation, ouais, exactement. D'immersion aussi, mais journaliste qui va toujours chercher à faire parler les gens sur des sujets qui sont toujours un peu troublants. Genre, les Nouveaux Inquisiteurs, en 2023, de mémoire, tu as déjà valu un certain nombre de critiques. Et les Nouveaux Antisémites que tu viens nous présenter ce soir. Tu vas nous parler un petit peu de la méthode que tu utilises, la façon dont tu es entré dans ces réseaux et ce qu'il en est ressorti. J'ai lu récemment d'ailleurs un échange que tu as pu avoir et sur lequel tu disais que tu avais été particulièrement choqué ou troublé des agressions qui peuvent avoir lieu, notamment vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis aussi d'auteurs comme Arthur. Ouais. Depuis le 7 octobre, Arthur qu'on recevra bientôt d'ailleurs. Oui. Et donc, ce sera très intéressant que tu puisses nous donner ce point de vue, non seulement en termes de méthode, mais sur ce que tu en auras retiré. Voilà, je vous laisse la parole. On s'en suivront des échanges avec le public et puis tu dédicaceras ton livre. Merci. Merci beaucoup, Harry, et merci pour l'invitation. Et je suis très émue aussi d'être avec Nora, que j'apprécie à la fois humainement et professionnellement, puisque c'est une jeune femme qui est extrêmement courageuse et très lucide. Et malheureusement, aujourd'hui, ce genre de journalistes se font de plus en plus rares. Donc, merci aussi à Nora. Alors, dans ton livre, Les Nouveaux Antisémites, tu fais témoigner plus d'une centaine de personnes grâce à des dizaines d'immersions, justement, comme l'a dit Harry, que tu as pu mener, parfois en prenant même de gros risques personnels. On va en parler, hein, j'imagine. Et tu es la cible d'ailleurs de menaces, mais tu démontres brillamment finalement, et ça aussi tu vas nous l'expliquer, que la haine des Juifs est devenue un véritable ciment idéologique pour des milieux militants qui prétendent pourtant défendre l'égalité et la justice. Et ça, c'est ce qui est quand même le plus surprenant aujourd'hui. Alors tu écris « Mon inquiétude ne cesse de grandir face à cet avenir placé sous le signe de la chasse aux Juifs ». C'est vraiment cette inquiétude-là qui, au départ, t'a motivé à faire cette enquête ? Alors, c'est une bonne question, effectivement. J'ai dit ça récemment. Déjà, je suis très contente d'être là, vraiment, et de vous voir si nombreux. Ça fait vraiment beaucoup de bien, justement, quand on reçoit des tombereaux d'insultes d'un côté, de voir des visages comme les vôtres, du réel. Ça fait vraiment du bien, merci. Et merci Ilana, parce que je sais que je t'ai sortie d'un congé maternité pour que tu viennes avec moi. Ça va, elle est entre de bonnes mains. Voilà, elle vient d'avoir une petite fille, donc je suis très contente qu'elle... Voilà, on peut le dire quand même. Merci Ilana. Sur des choses moins marrantes maintenant qu'on a parlé de tout ça. Alors effectivement, quand j'ai fini ce livre, j'étais désespérée, véritablement. Je pense qu'on y reviendra. Mais surtout, moi, ce qui m'a motivée à travailler dessus, c'est que je me rendais pas compte qu'il allait y avoir une chasse aux Juifs. Mon précédent ouvrage, dont tu as parlé très gentiment tout à l'heure, s'appelle Les Nouveaux Inquisiteurs. C'était une enquête aussi en immersion. Vous allez dire que je cherche vraiment des histoires, mais une enquête en immersion où sans dire que j'étais journaliste, j'avais infiltré beaucoup de collectifs LGBT, féministes, antiracistes, pour voir s'il existait une radicalité militante sous couvert de lutte progressiste. Et ce livre est sorti 3 semaines avant le 7 octobre. Le 7 octobre,
plutôt juste après, quand on a pu avoir les premières vidéos, voir l'ampleur de ce qui s'était passé. Je pense qu'on s'en souvient tous. Moi, au-delà de l'uppercut du droit que je me suis pris en pleine tête, j'ai eu un réflexe journalistique, justement, c'est de réactiver l'un de mes faux comptes. Parce que pour les besoins de cette enquête, je pense qu'on y reviendra, j'ai beaucoup de faux comptes, de fausses identités numériques qui sont pas des simples faux comptes, ils ont une identité plutôt crédible et installée, ce qui me permet non seulement de pouvoir faire une veille numérique quotidienne, repérer des profils qui montent. C'est pour ça que j'ai pu repérer déjà Rima Hassan, mais d'autres, on y reviendra aussi évidemment. Et en fait, du coup, j'ai activé un faux compte que j'avais utilisé pour ces immersions où le mot d'ordre quand on était dans les milieux féministes, c'était violeur hors de nos luttes, victime, on te croit. Donc, c'est-à-dire que dès qu'une victime désigne quelqu'un comme un agresseur, on croit la victime, quoi qu'il en coûte. Et alors là, je regarde un petit peu ce que postent beaucoup de figures féministes et LGBT. Je vois un silence très embarrassé, au point qu'elles vont poster plein de choses d'autres, tout pour éviter les vidéos, les horreurs, ce qu'on pouvait voir, notamment subies sur des femmes israéliennes. On avait déjà les premières vidéos. Et je vois des militantes, LGBT et féministes, qui sabrent le champagne, qui se réjouissent en direct, face caméra, je les cite dans le livre, en disant à quel point elles sont contentes et émues de voir comment enfin l'opprimé se rebellait contre l'oppresseur, qu'enfin le colonisé prenait les armes et se défendait contre le colon. Et donc là, je me suis dit, en fait, c'est comme si j'avais pas vu l'éléphant au milieu de la pièce pendant près de 2 ans d'immersion avant. J'avais déjà quand même une conscience de dérive antisémite, mais c'était comme si on ne parlait jamais de la question de la question juive dans ces luttes progressistes. Et donc je me suis dit, va falloir t'y retourner. Voilà. Alors justement, on va parler un petit peu plus tard des milieux LGBT et féministes. Mais tu l'as dit, pour cette enquête, tu t'es créé une légende. Donc c'est une fausse identité comme une véritable espionne, mais tu connaissais déjà l'immersion grâce à ton précédent livre. Justement, comment tu t'es préparée pour cette nouvelle immersion? Je crois que tu as fait une cure médiatique d'abord entre les 2 livres. C'est ça, effectivement. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, t'es obligé de faire la promo des nouveaux inquisiteurs. Bon, c'était pas une promo, elle était quand même plutôt conséquente, mais beaucoup moins que celle-ci. Là, c'est impossible que je puisse retourner en manif avant qu'on me le demande. Là, je peux même plus y aller pour soutenir des gens. Donc, voilà. Mais donc, après, je me suis dit, tu vas te laisser un délai généralement, une promo médiatique, c'est peut-être 2 mois. 2 mois, tu vas apparaître. Après, tu n'apparaîtras plus à l'écran. Même nous, quand on avait fait tu te rappelles, oui, quelques vidéos, des interviews sur Radio J, c'était par téléphone, pas filmé. Justement parce que je voulais qu'on oublie mon visage le plus possible. Et de l'autre côté, ça me permettait de travailler le langage. Parce que c'est important, quand on rentre dans une immersion, déjà on se dit quelle légende on va se créer. Moi, j'avais choisi cette fois-ci d'être une étudiante tardive, énième master de sociologie, qui n'y connaît, c'était important, rien de près ou de loin au conflit. Rien, pourquoi? Parce que je voulais donner l'impression que je serais une véritable éponge, ou plutôt un mur blanc sur lequel on pourrait venir justement écrire tout ce qu'on veut, et parce que je voulais me donner l'impression que je serais la plus poreuse aux discours les plus radicaux. Et donc, j'ai préparé cette légende, et surtout, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un peu attention, parce que je me suis trompée au début. J'ai d'abord, avant de se lancer de plein fouet, commencé à contacter des militants, rejoindre des boucles Telegram, j'ai pris un petit peu la température en allant dans des manifs. Et sur des trucs tout bêtes, je me suis rendu compte, par exemple, que ils étaient très méfiants et que moi, j'avais pas les codes. Par exemple, je disais Israël. En fait, ils disent pas Israël. Ils disent l'entité sioniste, effectivement. Ils vont le dire, soit ils vont dire Israël, mais c'est plutôt pour hurler Israël assassin, Macron complice, là j'en ai en tête, j'ai dû penser. Soit ils vont écrire Israël, mais avec H-E-2-L, pour hell, l'enfer. Voilà. Pareil, à un moment, ça c'est ce qui m'a vraiment il y a eu une sorte de presque de sursaut d'un militant, c'est quand j'ai dit Tsahal. Et eux, ils disent pas de Tsahal. Ils le disaient même juste après le 7 octobre et avant la riposte israélienne, ils disaient l'armée génocidaire. Et ça, ils le disent toujours. Ils ne disent pas de Tsahal. Donc, en fait, je me suis dit, oula, là, il va falloir que tu travailles ton vocabulaire parce que tu peux donner l'impression que tu connais pas grand chose au conflit, mais tu dois connaître quand même les codes militants. Et là, c'est des codes qui t'échappent et qui ne sont plus seulement ceux du féminisme et des luttes progressistes, mais on allait dans plus dur.
Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, tu expliques que tu es d'origine marocaine. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose que tes détracteurs te rappellent Tous les souvent. jours. Et justement, pour les besoins de cette enquête, tu dis que tu as refusé de porter le hijab. Ouais. Pour toi, c'était vraiment ta limite, en fait. Bien sûr, moi je suis contre le port du hijab, effectivement. Je suis pas contre les femmes qui le portent parce que pour moi, je pense que soit il y a une forme d'emprise, soit il y a une forme de violence qu'elles subissent, qu'elles internalisent. Ça sera un long débat, je vais vous l'épargner. Mais oui, je suis contre le port du voile. Moi, dans ma famille, des femmes sont battues pour pouvoir le retirer. J'ai une partie de ma famille qui est de confession musulmane, ni moi, ni ma mère qui vient du Maroc. Mais effectivement, non. Et puis, de toute façon, ma mère, elle m'aurait tuée si j'avais, parce qu'elle voulait pas, elle voulait pas subir ça. Donc, voilà. Alors, comment un ennemi commun parvient à fédérer? C'est la question que tu poses dans ce livre. Tu expliques que tu pensais que la convergence de l'ultra-gauche se ferait autour de la lutte contre les violences policières, mais en fait, elle s'est faite autour de la haine des Juifs. Quand as-tu compris et comment as-tu compris ce basculement? Oui, alors effectivement, le propre de l'ultra-gauche, pour vous définir un petit peu l'ultra-gauche, ce sont des groupes, des luttes militantes ultra fragmentées. On a aussi bien des écolos radicaux. Par exemple, moi, j'ai été avec les soulèvements de la terre. Peut-être que vous vous rappelez de certains d'entre eux, entre les jets légers de soupe sur des œuvres d'art, Sainte-Soline, sur l'autoroute qui s'enchaînent, enfin pas l'autoroute, pardon, sur les nationales. Voilà, on allait avoir aussi des black blocs. Vous avez dû peut-être les connaître, notamment lors des mouvements des Gilets jaunes. C'est ceux qui sont assez violents, qui cassent énormément. On a tous les antifascistes. Antifascistes, eux, c'est vraiment, on va avoir des anciens comme la Jeune Garde, etc., qui eux sont vraiment dans la haine des forces de l'ordre et une volonté d'évoluer sans les forces de l'ordre pour faire justice eux-mêmes. Et on allait avoir des militants décoloniaux. Beaucoup de militants féministes et LGBT aussi. Et tout ce petit monde-là était complètement fragmenté, mais passe leur temps à rêver de cette fameuse convergence des luttes. C'est ce qu'on scande d'ailleurs en manifestation. Et pour être une lectrice vraiment admirative de George Orwell, quand on lit George Orwell, et plutôt 1984 pour ceux qui l'ont lu, il explique très bien comment la figure d'un ennemi commun parvient à fédérer des luttes, fédérer des causes, une société autour de cet ennemi, de cette haine commune. Et avant le 7 octobre, j'étais persuadée, vraiment, parce que j'avais beaucoup travaillé sur les milieux anti-police notamment, que la haine du flic serait suffisamment forte pour pouvoir réconcilier et unir ces groupuscules. Parce que l'identité, ce qui fait l'ultra-gauche, c'est un rejet des institutions démocratiques et un rejet de l'État, pas un rejet du gouvernement, parce qu'on a tout à fait le droit d'être en rejet d'un gouvernement élu, mais un rejet de l'État en tant que tel. Et en fait, je pense qu'on se rappelle tous, avant le 7 octobre, il y a eu le décès du jeune Naël Merzouk qui a été tué lors d'un refus d'obtempérer suite à une interpellation policière. Et on se rappelle que les banlieues, pas que les banlieues d'ailleurs, se sont embrasées à cette issue. Et à ce moment-là, des militantes féministes m'avaient expliqué qu'au sein des luttes, elles avaient vu des hommes militants accusés d'agression sexuelle, alors qu'on disait agresseurs hors de nos luttes, être réhabilités. Et quand elle se plaignait, il y avait des membres du collectif Adama Traoré, un homme qui s'appelle Taha Bouafs, qui est accusé d'agression sexuelle, ce qu'il dément. Voilà, je fais attention aux termes que j'emploie. Et donc, il d'un seul coup revenait au sein de ces luttes-là. Et quand elles se plaignaient, on leur disait, oui, mais l'urgence, là, c'est l'antiracisme. Mais sauf que la haine du flic, elle vient pas cristalliser suffisamment longtemps. Elle tient pas sur le long terme. Alors que la haine du juif, ou plutôt, eux vont vous dire la haine du sionisme, et ça, on y reviendra très bien, parce que je l'ai prouvé, là, cet antisémitisme sous couvert, hein, ils vont vous dire d'antisionisme, elle, c'est un vrai catalyseur sur du très long terme. Et elle parvient vraiment à tous les fédérer. Factuellement, en exemple, je pense à un homme qui s'appelle Elias Dimzalen, avec sa grande barbe, moi je l'ai pas mal côtoyé, qui a appelé à faire l'intifada de Paris à Gaza, et qui, du coup, a été jugé. Il fait appel de la décision d'ailleurs, qui a été jugé. Et pour pouvoir le soutenir, on avait dans une même salle municipale des figures féministes ultra radicales, les soulèvements de la terre, la Jeune Garde, Thomas Porte évidemment, et également une organisation reconnue comme terroriste, et je pense qu'on y reviendra aussi, Samidoun. Tout ça dans une même salle municipale, unie
pour soutenir Elia Zimzalem. Ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi. Alors ça peut faire sourire ou ça peut faire pleurer, je sais pas. Il y a un vrai refus de condamner les actes du Hamas le 7 octobre et dans certains milieux progressistes, dits progressistes, on parle de masculinité toxique pour parler des actes du Hamas, pour parler des viols justement commis par les terroristes du Hamas contre les Israéliennes. Alors effectivement, moi dans mes premières, le but de cette enquête c'était de faire parler, hein, comme tu l'as dit, c'était de discuter avec des gens et voir comment ils réagissent. Donc je n'arrivais pas de manière belliqueuse. J'allais pas dire et les viols du 7 octobre. J'allais poser la question en demandant est-ce qu'ils ont eu lieu pour voir les types de réponses qu'on allait me donner. Première réponse, il y a ceux qui vous disent ils n'ont pas eu lieu. C'est tout à fait faux. Beaucoup de féministes, hein, à l'instar de mémoire de Judith Butler, qui a nié ces viols alors qu'ils ont été documentés. Elle n'est pas la seule qui donc nie ces viols. Alors que normalement, rappelez-vous, hein, victime on te croit. Deuxième réponse, effectivement, c'est des militantes qui m'ont dit oui, il y a bien eu des viols le 7 octobre. Mais ces viols, en fait, ils ne sont pas antisémites, ils sont patriarcaux. Parce que c'est le propre du patriarcat et de l'homme et de la masculinité toxique de violer des femmes de tout temps. Et donc, il n'y a aucune dimension antisémite dans les actes qui ont été commis ce 7 octobre-là. C'est juste la masculinité toxique du Hamas. On est à deux doigts qui disent des pervers narcissiques. Ouais. Le Hamas est un pervers narcissique. Et alors, troisième réponse, je crois que c'est la plus lunaire que j'ai entendue, c'est que pour justifier les viols du 7 octobre, elle m'avait répondu que le Hamas avait répondu avec sa culture. Imaginez la portée raciste, donc la culture arabe, donc aussi un peu ma culture, serait donc de violer, tuer, torturer. C'est ça la culture, mais ça c'est vraiment un discours décolonial. On en a déjà du temps d'Ouria Boutelja, hein, qui vous expliquait qu'il ne faut pas porter plainte si l'agresseur est issu de l'immigration, etc., pour pas justement lui infliger la peine d'être confronté aux forces de l'ordre. Et justement, on va parler des indigènes de la République. Ton enquête commence par ailleurs au sein des milieux LGBT, les trans pour la Palestine notamment, des associations comme ACT UP qui sont censées lutter contre le sida. Subventionnées. Voilà. Comment expliques-tu que ces militants et bien au-delà justement des féministes chevronnés, tu l'as dit, totalement libérés sur le sujet de la sexualité, par exemple, comme tu dis, qui ont des pendentifs en forme de clitoris, puissent soutenir ouvertement des organisations terroristes comme le Hamas, comme le FPLP, par exemple? Oui, alors, et qui défilent même avec, hein, parce que dans le cas là, du 8 mars 2025, et là prochainement, il y a une manif le 22 novembre, elle défile fièrement aux côtés de Samidoun. Samidoun, qui est une organisation reconnue comme terroriste aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Israël, parce qu'elle est la façade avérée du FPLP, hein, qui a participé, comme vous le savez, aux attaques terroristes du 7 octobre. Alors, moi, c'était la première question que je me posais parce que j'avais lu justement une enquête faite par Courrier International. Alors là, ils ne pourront pas nous dire que c'est l'extrême droite en termes médiatiques, qui a fait une enquête magnifique en 2022 sur qu'est-ce que c'est que d'être gay à Gaza. Et justement, ils interviewaient plein d'homosexuels à Gaza qui se font traquer, torturer, tuer par le Hamas, piégés aussi, et qui témoignaient. Donc je me suis dit, là, comment c'est possible qu'ils soient autant en soutien et puis ils le disent, hein, la résistance armée. Vraiment, ils ne sont pas en train juste de vous dire, nous, c'est les civils palestiniens qui nous intéressent, pas du tout. En fait, tout part du prisme décolonial, encore une fois. Ouria Boutelja, elle était déjà en star des luttes LGBT depuis de nombreuses années, bien avant le 7 octobre, comme l'ont témoigné beaucoup de militants LGBT qui ont témoigné dans ce livre, et qui me disaient, mais nous, alors quand Dieudonné, Soral ont été quand même un peu évincés des luttes LGBT en référence, Ouria, elle était vraiment placée en star, alors même qu'elle a tenu des propos homophobes dans un de ses livres. Hein. Donc, eux ont toujours ce réflexe qui est décolonial. Alors, pour vous expliquer les choses simplement, ces luttes LGBT féministes et antiracistes répondent à un féminisme qui s'appelle le féminisme intersectionnel. L'intersectionnalité des luttes, qu'est-ce que c'est ? C'est à la base d'un outil sociologique qui est assez passionnant, qui vient définir un petit peu chaque identité selon les discriminations qu'une personne pourrait subir. Exemple, une femme noire pourrait aussi bien vivre du sexisme que du racisme. Et donc, pour eux, c'est quand on vient lutter, on doit envisager toutes ces discriminations-là. Soit. Sauf que quand est-ce que ça dérive ? Ça dérive dans le fait que l'intersectionnalité des luttes vient forcément faire un classement des luttes. Avant le 7 octobre, dans mon précédent ouvrage, Les Nouveaux Inquisiteurs, j'avais raconté comment j'avais participé
sous couverture à l'organisation d'une manifestation qui s'appelle la Pride Radicale. La Pride Radicale, en gros, c'est un événement qui s'organise contre la fameuse Pride, la marche des fiertés qui est à chaque année, parce qu'ils estiment qu'elle était trop impérialiste, trop capitaliste, pas assez engagée pour les droits des migrants. Donc, eux voulaient faire une Pride radicale. Et ben, leur événement, moi, l'année où j'ai participé, 40 000 personnes quand même dans les rues de Paris, et j'étais chargée de participer à l'organisation. Pourquoi? Parce que je suis franco-marocaine et donc ce qu'on appelle une racisée. C'est-à-dire que moi, je j'ai pas envie qu'on utilise ce terme me concernant, mais il est très important dans ces luttes militantes. C'est donc l'idée que je suis victime d'un racisme systémique de l'État et de la France. Et donc, à ce moment-là, quand j'avais participé à cette organisation, la manifestation se faisait, et maintenant il y en a de plus en plus qui se font comme ça, en non-mixité choisie. La non-mixité choisie, c'est les blancs vont en fin de cortège et les personnes non blanches devant, pour pouvoir séparer les privilégiés des opprimés. Et qu'enfin, une fois par an pour eux, dans une manifestation, les opprimés soient devant. Donc nous, on se retrouvait à séparer des groupes d'amis, des couples, des familles même, parce que ça arrive, des familles métissées. Tout ça au nom de la lutte contre les LGBT-phobies et le racisme. Et tout ça pourquoi? Quand on préparait cette organisation, on avait une journée de formation en amont. Là, s'était posé la question de, mais cette année, comment on trie les juifs? Parce que en 2021, première année, ils avaient mis les juifs avec les blancs privilégiés, et ça n'avait pas été très bien reçu par certains juifs, qui du coup s'étaient plaints. Ils s'étaient dit, mais on peut pas mettre les juifs avec les racisés. Mais du coup, est-ce qu'ils sont privilégiés? Et après, ils se disaient, mais comment on reconnaît un juif, surtout? Moi, à ce moment-là, j'avais failli leur dire, mais pourquoi on ne proposerait pas aux juifs de venir avec un signe distinctif, comme ça sera plus simple pour nous de les trier avec les privilégiés. Mais bon, je me suis dit, je vais pas griller. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que là, ça a créé tellement de tensions au sein de ces collectifs-là qu'ils se sont dit, pour cette manif, on était en 2022, pour cette manif, si vous tombez sur un juif, il va où il veut. C'est plus simple. Vous prenez pas la tête. Là, on était en 2022. On est donc dans ces prémices de ce qui va annoncer 2023, puisque la grille est donc décoloniale et vient entraîner une hiérarchie victimaire. Le racisé, la personne donc non blanche, a priorité sur le gay blanc, par exemple, qui a priorité lui-même sur un autre, le blanc hétérosexuel, etc. Et le juif, dans tout ça, il se place où? Et ben, dès lors qu'il devient un sioniste, il est donc encore plus privilégié que les autres. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai même entendu dans des manifestations qu'on m'expliquait que les juifs étaient des surblancs. Donc encore plus privilégiés que les blancs. Et ça, en fait, ça vient vous expliquer comment il y a une grille de lecture qui, sous prétexte de questions décoloniales, entraîne ces hiérarchies et qui entraîne ces discriminations. Parce que pour eux, qu'est-ce qui se passe? C'est donc que le Hamas ou le FPLP sont des racisés, colonisés par le blanc ou alors sur-blanc privilégié. Et d'ailleurs, dans chaque manifestation que je faisais, on nous mettait en parallèle, en permanence, l'Algérie et la Palestine, en disant l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Parce que justement, il disait comment l'Algérie a su se défaire du joug d'une France blanche coloniale. Là, ce sera au tour de la Palestine de se défaire d'une entité sioniste, donc en l'occurrence d'Israël, qui serait coloniale et privilégiée. Et le 7 octobre était donc le point de départ pour eux. Voilà, d'où le fait qu'il y avait des militants qui se réjouissaient en disant enfin le colonisé qui se rebelle, c'est ce qu'on voulait, c'est comme l'Algérie. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, c'est ce qu'on a pu entendre justement lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes le 25 novembre 2023. Tu y étais. Et ce qui a marqué, c'est le fait que le service d'ordre de la manif était surtout composé d'hommes, pour certains connus pour des faits de violence, justement. Ça, c'est un paradoxe que tu mets en lumière, dont tu parlais. C'est vraiment le point d'orgue, cette manifestation, ça a été le point d'orgue de toute cette violence antisémite pour toi? Alors, c'était plutôt le 8 mars 2024. Après le 25 novembre 2023, c'est là où j'ai enquêté. 25 novembre 2023, ça avait commencé, déjà vraiment pas qu'un peu. D'un seul coup, moi j'ai interrogé beaucoup de militantes féministes, juives et non juives, jeunes, qui ont témoigné dans le livre, certaines en on, courageusement, et qui me racontaient que ça avait commencé dès le 25 novembre. Parce qu'elles s'étaient dit comment c'est la première manif féministe qu'on fait où il y a autant d'hommes. Elles avaient été agressées aussi un petit peu. Bien sûr, elles ont été agressées, tout à fait. Pas autant qu'en le 8 mars 2024, mais tout à fait. Même chose en Belgique, parce que je suis allée enquêter en Belgique aussi. C'était à peu près les mêmes témoignages qui se recoupent. 8 mars 2024, c'est là que ça explose. Et alors 8 mars 2025, là récemment,
On atteint vraiment un point de non-retour. 8 mars 2024, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit par exemple un homme qui s'appelle Omar Al-Soumi, porte-parole du collectif Urgence Palestine, qui est en passe de dissolution par le gouvernement, qui d'ailleurs lui va être jugé en 2026 pour apologie du terrorisme. On le voit par exemple jeter des bouteilles sur les féministes juives qui étaient présentes. On les voit hurler, les pousser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis écharpée notamment avec un député de la France Insoumise, Antoine Léaumont, parce que j'ai beaucoup enquêté sur ce qui s'est passé le 8 mars. J'ai interrogé la préfecture de police, beaucoup de personnes présentes, j'ai recoupé les infos, enfin, c'était long. Et eux disaient, de toute manière, c'est nous, les manifestants, qui avons dû nous défendre parce que les féministes dits sionistes pas juives étaient défendus par la LDJ, qui est pour une organisation qui est dissoute, qui nous dit voilà, c'est une organisation d'extrême droite terroriste, et du coup nous tout simplement on n'a fait que se défendre. Et ça c'est quand même un député qui vous sort une fake news comme ça. Du coup moi je lui dis c'est tout à fait faux, c'est le SPCJ qui a été d'ailleurs validé par la préfecture de police. Ils travaillaient en bonne intelligence avec la préfecture de police. C'est le service de la protection de la communauté juive. Donc, ils avaient tout à fait raison d'être là. Et que ce soit les témoignages des policiers du SPCJ et des militantes, heureusement qu'ils étaient là parce que sinon, c'était vraiment, elles avaient très peur pour leur vie. Hein. Et c'était beaucoup de femmes en plus plutôt âgées. C'était des anciennes, notamment du MLF, etc. Et vraiment, il y en a certaines qui se sont pris des tessons de bouteilles, etc. Ça a été très dur. Elles n'ont pas pu finir la manifestation. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu mets en lumière, alors pas que des mauvaises personnes, il y a aussi des personnes, des féministes qui voient les choses et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche quand même. Tu cites par exemple le cas de Diane Richard. Oui, bah c'est elle qui témoignait justement. Alors Diane Richard, alors c'est drôle parce qu'on s'aime beaucoup, alors qu'on est d'accord sur pas grand-chose. Mais elle, par exemple, elle est vraiment, moi je lui dis, t'es ma woke préférée parce que je l'aime beaucoup. Elle a courageusement témoigné dans ce livre. Elle est pas juive et elle était vraiment une des personnes à la tête du collectif Nous Toutes, qui est le plus gros collectif féministe en France. Elle a co-organisé des manifs à 100 000 personnes, enfin vraiment impressionnante. Elle manie l'écriture inclusive de personnes, elle est écolo, tout ce que vous voulez, vraiment intersectionnelle. Mais elle avait déjà senti le vent tourner avant le 7 octobre avec l'affaire Naël. D'ailleurs, elle est de celles qui m'ont alertée en me disant attention, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça avait commencé déjà là et ça a décuplé évidemment après le 7 octobre. Elle était mal à l'aise dès le 25 novembre quand elle y était et quand elle a vu comment ces luttes étaient phagocytées en amont dans la préparation de la manif par des groupuscules d'ultra-gauche et notamment des organisations comme Urgence Palestine. Et alors, en mars 2024, là, elle était estomaquée. Et elle a témoigné, elle a raconté tout ce qui s'est passé en intérieur, notamment chez Nous Toutes, etc. Et ça lui a coûté très cher. Alors une véritable guerre est menée sur les réseaux sociaux entre les collectifs islamistes. C'est un peu difficile de tous les suivre parce qu'il y en a tellement. Et les autres, tu parles du boycott, notamment le boycott des personnalités qui n'auraient pas assez réagi à ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Alors ça, c'est, je pense, la chose la plus importante. Et c'est bien que tu m'en parles. Je te remercie. Si vous voulez comprendre ce qui se joue, et c'est ce que je dis à chaque fois. C'est la question du mouvement Blockout, dont personne quasiment n'a entendu parler. C'est ça qui est dingue. Le mouvement Blockout, c'est un proxy de BDS, boycott des investissements sanctions, et qui se sont dit, là, notre but, ça va être de radicaliser la génération Z. Parce que la génération Z, c'est le cœur de ces luttes. C'est le cœur de ces luttes parce qu'en plus, la Gen Z, donc née après 1995, sera primo-votante en 2026 au municipal, en 2027 au présidentiel. On l'a vu avec le maire de New York, Mamdani, qu'on appelle le maire de TikTok, et qui a été élu massivement par la Gen Z, et qui, lui, a assumé sa détestation d'Israël et son soutien à la Palestine. Le mouvement Blockout, c'est un mouvement qui s'est créé peu après le 7 octobre, en 2024, à la période du Met Gala. Vous savez, le fameux Met Gala dont on voit partout, on voit toutes les stars qui vont défiler dans des robes incroyables, dans des endroits exceptionnels, etc. Et en fait, à ce moment-là, se lance un mouvement sur TikTok, d'abord qui vient des États-Unis, et après qui prend une ampleur phénoménale, sous la forme d'un hashtag. C'est d'un seul coup de mettre d'un côté des images où on voit des célébrités trinquer entre elles au champagne dans des robes à je sais pas combien de milliers d'euros, et de l'autre, des images soit réelles de bombardements, soit en IA de massacres en Palestine. Et du coup, qui disent, regardez, voilà, vous avez là, vous voyez ces célébrités auxquelles on donne de la force, auxquelles on donne de l'engagement, qu'on s'abonne, qu'on like, dont on va acheter les produits. Voilà, elles fêtent leur soirée au champagne. Elles n'ont pas pris position
pour la Palestine, parce que la question, c'était pas seulement dire des influenceurs qui prennent position pour Israël, c'était ceux qui n'avaient pas parlé, ou pas suffisamment parlé, ou pas employé les termes attendus comme génocide, comme antitétionnisme, comme appel à la destruction d'Israël, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que massivement sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur de centaines de millions de vues, au niveau international jusqu'en France, c'était « Nous allons vous faire des listes de toutes ces célébrités, tous ces créateurs de contenu, toutes ces personnes-là. Comme ça, vous, ne vous inquiétez pas, c'est pacifique. Vous allez seulement arrêter de les suivre sur les réseaux sociaux et les bloquer. » Là, vous allez me dire « Mais en quoi c'est dangereux ?» Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'aujourd'hui, les célébrités, les influenceurs, etc., ils vont gagner de l'argent grâce au nombre d'abonnés qu'ils vont avoir sur les réseaux sociaux, au nombre de vues qu'ils vont générer par des vidéos. C'est comme, voyez ça un petit peu comme des enseignes publicitaires pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Par exemple, Ilana, je sais pas, elle a 1 million d'abonnés. Wow. Voilà, Ilana a 1 million d'abonnés et elle fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, donc elle est financée par des marques qui lui demandent de faire des vidéos. Elle est rémunérée, par exemple, et en moyenne, pour une personne qui a 1 million d'abonnés, ça peut monter jusqu'à 50 000 € le post. Des marques vont lui dire, voilà, Ilana, on aimerait, tu as des très beaux cheveux, fais-nous des posts sur du shampoing, voilà, de notre marque. Je mets Maybelline, c'est pas du shampoing. L'Oréal, voilà. Et parce que de toute manière, nous on voit que tu as 1 million d'abonnés, que tu fais en moyenne à peu près 200 000 vues par publication que tu postes, donc on te rémunère comme ça. Et d'un seul coup, Ilana, elle est listée dans le block-out. Et tu as tous les jeunes qui disent, ok, ben on se désabonne d'elle massivement. Elle passe d'1 million d'abonnés à 400 000, parce que ça se passait comme ça. Vraiment, c'était une chute vertigineuse. Ouais. Bah, forcément, elle panique. Je crois que tu cites Kim Kardashian qui a perdu un demi-million, facile, même un peu plus. Bon, après, elle a 400 millions d'abonnés, ça voilà, c'est ça. Il y en avait beaucoup qui perdaient en masse, et notamment des créateurs de contenu un peu moins connus. Ouais. En France, on a Lena Situation, on a Squeezie, je les cite, c'est des youtubeurs aux millions d'abonnés que les jeunes adorent et dont on reprochait le silence. Et en fait, eux se disent, mais mince, en fait, je suis peut-être pas du bon côté de l'histoire, c'est mes abonnés qui guident un peu ce que je dois faire et ce que je dois dire. Si je les perds en masse, je vais perdre aussi des contrats. Parce que du coup, j'ai pas respecté le deal, j'ai perdu massivement des abonnés et j'ai plus ce taux d'engagement. C'est comme ça que c'est calculé. Et donc là, ils se disent, ok, panique à bord, on va parler de la Palestine, on va dire qu'il y a un génocide, on va partager des cagnottes, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, et je donne toutes les dates, les chiffres, tout est documenté, vous avez une majorité. La majorité des jeunes s'en fout complètement du conflit, que ce soit Israël ou Palestine. Vraiment, ils n'ont rien à faire, notamment en France et dans plein de pays. Et là, ils se disent, punaise, mais si même Lena Situation, elle se met à en parler, si même Squeezie se met à en parler, alors qu'ils parlent pas du Rwanda, ils parlent pas du Congo, c'est que vraiment, il se passe quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Donc là, moi aussi, je vais soutenir et prendre position. Et justement, c'est ce qui s'appelle, ils l'ont nommé la guillotine numérique. Cette méthode, et c'est ce qui a permis de renverser le narratif et de radicaliser justement plein de jeunes et une Gen Z, et c'est ce qui entraîne après. Tu t'es retrouvé aussi d'ailleurs dans la liste, je crois, des personnes à boycotter. Ouais, c'est fort probable, mais après moi ça me dérangeait pas, mais c'est plutôt j'ai interviewé des influenceuses et des créatrices de contenu en off comme en on qui m'a raconté ce que ça fait, parce que au-delà, là moi je vous ai juste parlé, eux ils vont vous dire c'est pacifiste, mais ça va très loin, parce que les gens vont, par exemple, si vous avez une entreprise, elles sont souvent entrepreneuses, ils vont laisser des avis négatifs en masse, en disant personne irrespectueuse, mes produits étaient abîmés, alors qu'elle me prouvait, par exemple, dans les dépôts de plaintes que j'ai pu consulter, elle me prouvait bien qu'elle n'avait pas envoyé ces produits-là, c'était pas vrai, donc c'était juste des dénonciations calomnieuses qui venaient nuire et ternir l'image. Alors justement, après ce mouvement Blockout, il y a plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu qui ont décidé de prendre leurs réseaux sociaux. Alors est-ce qu'ils croient vraiment au bien qu'ils font? Par exemple, Squeezie qui participe, je crois, à un stream for Palestine. Il y en a eu un encore là récemment, je crois. Et justement, tu cites énormément d'influenceurs entre guillemets qui sont en réalité des islamistes. Bien sûr. Alors antisémites. Bon, alors, je vais peut-être faire attention. Moi, si je dis des noms, je vais pas dire islamistes, je vais dire des personnes qui ont proféré des propos antisémites. Je fais attention au cas où on sait jamais. Moi-même, j'ai passé beaucoup de temps en infiltration, donc voilà. Si je suis écoutée, qu'on ne va pas poursuivre pour diffamation. Effectivement, je vais prendre le cas d'un youtubeur qui s'appelle Amin Mathieu, que beaucoup de jeunes connaissent, des millions d'abonnés, et qui, lui, n'a jamais caché sur ses réseaux sociaux, depuis qu'il était plus jeune, mais enfin plus jeune, il n'avait pas 16 ans, hein, il avait 19, 20 ans, 21, 22 ans, 25 ans, à tenir des propos, mais vraiment antisémites purs. Le basique sur Hitler, les basiques sur Auschwitz, hein, vraiment, et qui, du coup, dès le 7 octobre, et peu après, se réjouissait en disant soutien à la Palestine. Et c'est lui qui organise, justement, ces streams, et vous vous rendez pas compte, mais ça cumule des millions
millions de personnes qui regardent et qui vont donner de l'argent pour des causes. Donc, eux vont vous mettre certains pays à soutenir et ils mettent beaucoup systématiquement en avant la cause palestinienne, justement. Donc oui, il va y avoir c'est pour ça qu'en fait, c'est à l'image de toutes ces luttes militantes. On va avoir des personnes comme des créateurs de contenu qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe et de ce qui se joue. Mais soit ils vont paniquer pour leurs intérêts personnels, soit ils vont culpabiliser parce qu'ils sont manipulés. Donc on manipule une empathie qui peut être légitime, parce que eux sont pas documentés, ils voient des horreurs et des massacres, ce que j'entends, hein, bien sûr. Et il va y avoir des créateurs de contenu qui eux savent très bien ce qu'ils font. Alors, en parlant de la jeunesse, tu as mené l'enquête au sein d'universités de Paris, à Toulouse, à Strasbourg, en passant par la Belgique. On va d'ailleurs parler de la Belgique et jusqu'aux États-Unis, à Columbia, je crois qu'il est l'épicentre des manifestations anti-israéliennes. Tu as pu observer une radicalisation spectaculaire. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé, justement? Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose que tu aimerais nous partager dans toutes ces manifestations que tu as suivies au sein des universités? Oui, ouais. Alors vraiment, il y en a tellement que je saurais même pas donner. Enfin, il y a tellement j'ai fait beaucoup de campus effectivement en France, à l'université libre de Bruxelles et à Columbia. Pourquoi je suis allée là-bas aussi, c'est parce que je voulais montrer la connexion entre tous ces campus. Il y a deux types d'influences qui s'exercent. La première, ça va être une influence. Ça va aller. Oui, non, que c'est bien que vous preniez de l'eau. J'y ai pensé aussi. La première, justement, ça va être une influence qui va être liée aux frères musulmans. On la retrouve notamment à Columbia, mais aussi à Sciences Po, à Paris. Ce mouvement s'appelle Students for Justice in Palestine. Le maire de New York, Mamdani, d'ailleurs, a été l'une des personnes qui a créé une de ces succursales dans son campus universitaire il y a une quinzaine d'années de mémoire. Students for Justice in Palestine, ça a été créé par Atem Bazian. Atem Bazian, qui est un membre et un soutien assumé des frères musulmans américains, et qui, depuis ce mouvement-là, et surtout depuis le 7 octobre, a assumé pleinement son soutien au Hamas. Dès le 7 octobre, Students for Justice in Palestine publie en ligne, à destination de tous les étudiants, une boîte à outils qui permettait aux jeunes qui regardaient de dire attention, ne soyez pas influencés par le narratif médiatique, l'action du Hamas est légitime, soyez-en assurés, avec soi-disant des preuves, etc. Et les survivants du 7 octobre ont poursuivi en justice Students for Justice in Palestine. Moi, quand je suis allée à Columbia, j'ai découvert quelque chose d'absolument fou. Parce que je suis allée à Columbia et après, j'ai enquêté sur Sciences Po. Parce qu'à Sciences Po, après le 7 octobre, un collectif, une antenne de Students for Justice in Palestine s'est créée à Sciences Po. Et c'est cette antenne qui a invité Rima Hassan, ce qui a déclenché à Sciences Po la série d'événements dont vous avez vu parler, dont vous avez dû voir et entendre reparler, tous ces blocus, cette jeune étudiante juive interdite d'entrer dans un amphi au cri de c'est une sioniste, etc. Et donc, après le 7 octobre, on a pu voir toutes ces manifestations aux États-Unis et aussi en France, en grande partie influencées par Students for Justice in Palestine, dans plein de campus universitaires. Et eux, à Columbia, c'est fou parce que j'ai interrogé donc des profs et des étudiants qui m'ont raconté que l'antenne de Columbia a voulu récompenser ces étudiants qui ont été mobilisés. Et comment ils les ont récompensés? C'était vraiment gentil de leur part. Ils leur ont proposé de pouvoir rencontrer en visio, en direct, un terroriste du FPLP qui, depuis Gaza, les a félicités et leur a dit « mais bravo, nous, ça nous fait chaud au cœur de voir toutes ces images de mobilisation, de vous voir mobiliser comme ça pour nous. Ça nous permet de tenir, donc tenez bon, ne lâchez pas, continuez comme ça, on est fiers de vous. » Ça, c'est documenté, hein, ça s'appelle Révolution 101 de mémoire, c'est dans le livre, le chapitre, j'ai donné les sources aussi, évidemment, parce que j'ai pu confirmer ces témoignages d'enseignants. Et donc, en France, c'est eux qui ont fait venir Rima Hassan sur le campus. C'est eux qui ont aussi proposé à Sciences Po de faire un Google Doc à destination des étudiants. Google Doc où les étudiants pouvaient faire des listes d'étudiants et de professeurs qui nieraient l'expérience palestinienne, nierait je cite, génocide. Et donc, ça permettait, eux, ils n'ont pas dit à quoi elle allait servir cette liste de professeurs et d'étudiants. Je l'ai diffusé publiquement, hein, ce Google Doc. Ouais, c'est ce que tu décris. Il y a une pratique de la délation qui est très présente dans l'université et la lâcheté aussi de certains professeurs qui abandonnent finalement face à ce qui se passe ou même qui croient forcément à tous ces collectifs pro-Hamas. En fait, je crois que tu viens de mettre le doigt dessus. C'est que, en fait, il faut se rendre compte de ce qui se passe
passe dans les universités, eux, ils ont une mobilité, leur but. D'ailleurs, à l'ULB, je crois que c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus choqué, à l'Université libre de Bruxelles. Le but, c'est de faire un intifada des campus. Intifada, c'est soulèvement armé. Faire un intifada des campus, coûte que coûte. Donc, on va avoir des frères musulmans d'un côté et on va avoir une autre influence, c'est celle de Samidoun. Samidoun, cette organisation liée au terrorisme, qui, elle, a investi plusieurs campus, comme celui de Toulouse-Jean Jaurès au Mirail. Je me suis rendue, j'ai interrogé des professeurs et des étudiants, et tout comme ils ont fait la même chose à l'Université libre de Bruxelles. Et à chaque fois, il y a une radicalisation qui s'opère chez les étudiants. Mais en fait, s'il y avait une réponse, des directions, ça changerait. Parce que, évidemment, qu'il y a de l'antisémitisme partout. Là, pour ce livre, vraiment, j'ai travaillé sur plein de campus. Et il y a plein de campus où ça se passait très bien, parce que effectivement, il y avait des actes antisémites isolés, mais directement, la direction réagissait. Elle punissait, soit elle excluait. Après, elle faisait une campagne de sensibilisation en expliquant à quel point c'était grave ce qui s'était passé. Et du coup, ça se reproduisait beaucoup moins. Mais quand il n'y a pas de direction, ou que la direction, soit elle a peur, parce que c'est le cas d'un campus dont j'ai parlé, elle a peur, elle est embêtée, elle se fait menacer, soit elle cautionne, elle est complaisante. Et bien dans ces cas-là, ça dérive. Dans le cas de Sciences Po à Paris, il n'y avait pas de direction à ce moment-là, mais on voit la différence entre l'arrivée de Louise Bassy, le nouveau directeur de Sciences Po Paris, et l'avant Louise Bassy, à quel point c'était vraiment un chaos et révolutionnaire. Et donc, par exemple, dans ce livre, je me concentre sur des campus et j'ai dit à chaque fois j'ai mis le contradictoire des présidents d'université avec lesquels j'ai échangé. Il y en a certains, ils sont très fiers d'eux, hein. Et après, je l'ai noté et je leur ai laissé la parole aussi. Alors les premières victimes, évidemment, ce sont les étudiants juifs qui doivent faire face à toute cette violence. Est-ce qu'il y a un témoignage qui t'a particulièrement ému, puisque tu as interviewé beaucoup d'étudiants justement qui étaient un peu démunis face à ce qui se passait? En fait, je pense à chaque fois à un étudiant juif en médecine qui était désespéré véritablement de la radicalisation au sein de son université. Et il m'avait montré une croix gammée qui avait été taguée sur le mur de l'hôpital Bichat. Il me racontait toutes les mobilisations, les boucles WhatsApp, c'était hallucinant. Et en fait, désespéré, il a écrit au doyen de son université pour l'alerter. En fait, cette phrase, elle est restée gravée dans ma mémoire parce qu'il lui a écrit « Je suis angoissée, j'ai peur pour les futurs patients qui seront pris en charge par mes camarades étudiants, les futurs patients juifs qui vont être pris en charge par mes camarades étudiants quand je vois comment ils se comportent avec nous et comment ils sont aussi radicaux. » Il lui a écrit vraiment une lettre. Moi, j'ai consulté l'entièreté du mail. Le doyen lui a jamais répondu. En tout cas, pas à l'heure actuelle, ça fait plus d'1 an, donc moi, je pense qu'il avait le temps quand même de le faire. Il lui a jamais répondu, mais c'était un tel état de détresse que vraiment, je crois que ce qui m'a le plus bouleversé, c'est que lui-même, en tant que futur médecin, se dire, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Pour mes futurs patients, on va prêter serment, le serment d'Hippocrate, quand même. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces patients juifs? Alors, tu parlais de l'ULB. La Belgique est tombée. Je pense que notre communauté va s'éteindre naturellement. Je fixe l'échéance à 2050, car beaucoup de nos jeunes vont étudier à l'étranger et ne reviennent pas. C'est ce que t'explique dans le livre Joël Rubinfeld, le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Est-ce que tu partages ce pessimisme, toi qui as été en Belgique, qui a vu justement les choses de près? Est-ce que c'est pire finalement que ce qui se passe en France? Alors oui, c'est bien pire. Vraiment, moi, à l'Université libre de Bruxelles, là, je me suis inclinée. Hein. Vraiment, on rivalise pas en France. J'ai pu voir des personnes qui prêtent allégeance à l'État islamique publiquement sur leurs réseaux sociaux, qui viennent intervenir à l'université, alors que les étudiants, désespérément, essayent de prévenir la direction. Hein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une vraie chasse aux juifs qui a été organisée, une traque d'étudiants juifs. Il y a un juif qui a été agressé au cri de « c'est un juif, il faut le taper ». Et ça, c'est beaucoup de témoignages qui ont été prouvés, des plaintes qui ont été déposées, etc. En fait, pourquoi? C'est parce que Samidoun est beaucoup plus présent et beaucoup plus mobilisé en Belgique. Et Samidoun, dès qu'il y a eu les mobilisations sur le campus de l'Université libre de Bruxelles, moi j'y suis allée, hein, je suis rentrée, mais comme dans un moulin. J'assistais à des cours, je me suis baladée, je passais du temps avec des étudiants. On rentre comme ça. Hein. Et du coup, c'est ce qui a permis cette radicalisation et cet entrisme. Et d'ailleurs, moi j'ai cité Mohamed Khatib, porte-parole de Samidoun, qui a recherché quand même pour la radicalité et la gravité, ses liens avec le terrorisme, qui expliquait très bien dans une réunion bilan de Samidoun
que j'ai enregistré, à quel point, en fait, à l'Université libre de Bruxelles, ça s'était très bien passé. C'était le modèle qui voulait un peu partout parce que, en fait, au début, on a des militants extérieurs au campus qui viennent et qui donc vont passer des jours et des jours dans les blocus parce qu'en fait, quand les étudiants bloquent, c'est qu'ils passent des nuits et des jours dans des bâtiments. Eux, ils avaient pris un bâtiment en otage. Ce bâtiment, il y a eu 1,5 million d'euros de dégâts pour l'université. Parce que dedans, ils défoncent tout, ils taguent. Enfin, c'est une horreur. Et du coup, ils dorment dedans, au nom d'un soutien, évidemment, à la Palestine. Je comprends pas en quoi ça va les aider, mais bon. Et donc, ces militants extérieurs ont passé du temps avec les étudiants, et après, ils sont partis parce qu'ils ont dit, bah, c'est bon, ils ont tous adhéré à Samidoun. Donc, nous, on est tranquille, le boulot est fait. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire à Toulouse-Jean Jaurès, sur le campus du Mirail, avec un collectif qui s'appelle le collectif Palestine Vaincra. Et là, c'est la justice française aussi, parce que le collectif Palestine Vaincra, Darmanin, il avait voulu le dissoudre en 2022. Le temps que ça se fasse, ils ont été dissous qu'en 2025. Et donc, ils avaient eu le temps de se téléporter, du côté de Samidoun. Et donc, en Belgique, ouais. Je partage ce constat. Moi, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. Après mon livre, a pas mal joué, je le sais. Là, depuis la sortie, la ministre-présidente de la Fédération de Wallonie a été interpellée par le mouvement réformateur et les députés suite aux révélations que j'ai pu faire à l'ULB. Là, ils sont en train de voir pour enlever le nom de Rima Hassan, parce que Rima Hassan a donné son nom à une promo. Depuis que j'ai pu diffuser une vidéo que des étudiants m'ont courageusement remise, vidéo qui a été diffusée sur le plateau de Quotidien. On voit Rima Hassan scander avec les étudiants dans un amphi, vive la lutte armée du peuple palestinien. Et donc ça, là, du coup, ça a quand même joué sur l'image. Mais voilà, donc ça se passe. Alors, on va évoquer le cas Rima Hassan dans un instant, mais d'abord, tout à l'heure, tu disais, c'est vrai, ils disent les sionistes pour pas dire le mot juif, mais toi, tu as assisté à des conférences, justement, où il y avait certaines personnes qui parlaient en arabe, et en fait... la personne qui traduisait pour elle, quand elle disait le mot juif, elle disait sioniste. En fait, il disait vraiment voilà, en arabe. Donc il y avait en fait c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup un double discours, mais ça le double discours c'est aussi propre, on le sait très bien, à la rhétorique des frères musulmans, d'avoir un discours qui va être différent selon de quand t'es filmé ou pas. C'est aussi pour ça que moi je voulais pas être journaliste. Mais au-delà de ça, c'est que on va parler, je voulais pas de lapsus. Je viens de dire je voulais pas être journaliste. Non mais c'est comme quoi j'en ai marre. Hein. Non, justement, bref, je voulais être en infiltration et je ne voulais pas être en on, quoi. En fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que on a réellement, moi j'ai passé beaucoup de temps avec eux, au-delà de ceux qui vont dire le mot juif, c'est qu'il y a tout d'antisémite dans ce qu'ils vont faire ou dire. Exemple concret, j'ai participé à une formation où on nous expliquait très clairement que les sionistes contrôlaient tout, avaient de l'argent, contrôlaient les médias, contrôlaient le gouvernement, avaient suffisamment de pouvoir pour influencer et qu'il fallait se battre. Ça, c'est des tropes antisémites qui datent de très très longtemps et notamment qui étaient très présents à l'ultra-droite, qui sont toujours évidemment, qui étaient présents depuis toujours à l'ultra-droite. C'est juste qu'ils ont juste dit sionistes à la place de juifs. Ouais. Certains ne font pas l'effort, mais beaucoup vont le faire. Ensuite, quand il y a eu les attentats, en France en 2015. On était tous d'accord pour dire pas d'amalgame entre justement les personnes de confession musulmane en France et les terroristes. Et tant mieux, évidemment. Je suis la première à être contente de ça. Mais pourquoi aujourd'hui, et attention, je fais pas du tout le parallèle entre Benyamin Netanyahou et Daesh, absolument pas. Ce que je veux juste dire, c'est que pourquoi aujourd'hui, d'un seul coup, ça a totalement disparu et qu'on fait un amalgame permanent entre les juifs de la diaspora en France, les juifs en général, et les décisions d'un gouvernement, et en l'occurrence, le gouvernement de Netanyahou. Le parallèle n'est évidemment pas le même, mais là, le pas d'amalgame ne s'applique plus. Donc vraiment, là, c'est quand on demande à un juif, parce qu'il est juif, de répondre de la politique d'un pays, pour certains, ils sont peut-être jamais allés ou ils sont allés une fois et qui votent même pas là-bas, ça s'appelle en fait de l'antisémitisme. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment plein. Et moi, j'étais confrontée à ça en permanence parce que il y en a des juifs dans leur lutte. Ils sont 4, franchement. Et pour qu'ils soient acceptés, il y a des conditions très précises. Déjà, il faut qu'ils soutiennent publiquement le Hamas. C'est le cas. Hein. L'UJFP, dont je parle dans le livre, l'a fait. Ils ont fait un des pires communiqués, je pense que j'ai pu lire le 7 octobre, sur la glorification du terrorisme. D'ailleurs, une des membres du FPLP, vous voyez le lapsus, une des membres de l'UJFP va être jugée en 2026. Justement pour ses propos. Donc déjà, c'est soutenir le Hamas. Ensuite, appel à la destruction de l'État d'Israël. Donc de dire vraiment, il ne doit y avoir aucun État d'Israël. Et donc de soutenir tous les mouvements
anti-sionistes et même les mouvements liés au terrorisme, comme Samidoun. Donc, excusez-moi, ça devient quand même compliqué. Et même là, récemment, il y a encore eu un souci. Il y a des militants de Tzedek qui ont fait une prière juive. Et alors, le Kaddish, où ils ont enlevé le mot Israël. Voilà, c'est ça, où ils ont été contraints d'enlever le mot Israël dans le Kaddish, parce que justement, pour pas offenser les autres militants en disant Israël. Vous imaginez quand même ça. Donc, excusez-moi, hein, il y a des juifs dans nos luttes et c'est le sionisme le problème. Il a bon. Et leur kippa pastèque aussi. Ouais, leur kippa pastèque, ça c'était vraiment marrant. Qu'ils ont tous mis au procès d'Elias Imzalen sur un banc. Enfin, tous, ils sont toujours 4. Ouais. 1, 2, 3. Enfin, ils sont vraiment tellement peu que voilà. Mais ils vont vous dire, évidemment, on parle pas des juifs. Alors, tu écris, si on ose parler de laïcité, on est accusé d'islamophobie ou d'être d'extrême droite. Les militants ont l'habitude de traiter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de fascistes. En fait, c'est un peu leur carte joker, quoi, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec eux. Ça, tu l'as constaté. Tout à fait. En plus, après, c'est les mêmes qui vont se plaindre en disant, on comprend pas pourquoi le RN arrive au pouvoir, on comprend pas pourquoi l'extrême droite monte en France, mais en même temps, vous fascisez absolument tout le monde. Moi, j'ai entendu en manif, on m'a expliqué qu'Elisabeth Badinter était une figure de l'extrême droite en France. Enfin, à partir de là, je suis désolée, hein, on peut critiquer si on veut Elisabeth Badinter, mais enfin, une figure de l'extrême droite en France, mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on va? Et alors, ce qui était le plus intéressant, c'est un exemple, c'était des étudiants à Sciences Po, parce que vous savez qu'il y a eu le 7 octobre, mais après, il y a eu l'assassinat de Dominique Bernard, professeur d'histoire. Et du coup, des étudiants de Sciences Po à Paris ont voulu rendre hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty, en collant des affiches et en disant plus jamais ça, mort pour avoir défendu la laïcité. Ces affiches, elles ont été immédiatement déchirées par les étudiants qui leur ont dit on veut pas des tracts islamophobes, vous êtes des fascistes, etc. Donc vous voyez comment de juste dénoncer un crime commis par un terroriste sur un professeur et de défendre la laïcité, ça devient de l'islamophobie. Alors, on parlait tout à l'heure des réseaux islamistes, des réseaux qui ne tiennent pas seulement par des idéologies, mais aussi par des visages, des personnalités, des influenceurs. Et donc, l'une d'entre elles occupe une place importante dans ton livre, Rima Hassan. Et tu dévoiles pas mal de choses sur elle, pas mal de choses personnelles, mais tu dévoiles pas tout. Tu dis qu'il y a certaines choses que tu préfères garder privées. Alors, pourquoi Rima Hassan? En quoi incarne-t-elle un basculement idéologique majeur? Effectivement, j'ai choisi de consacrer le dernier chapitre de mon livre à Rima Hassan, d'enquêter sur elle depuis son arrivée en France à Niort en 2002 et pour pouvoir retracer son parcours. Et en fait, je pense qu'elle incarne, à mes yeux, une véritable obsession juive. Et c'est pour ça que je voulais montrer et creuser dans son passé, parce que notamment j'ai découvert elle-même avant d'être élue avait dit, comme pour se dédouaner de tout antisémitisme, elle avait eu un premier amour juif. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait intéressant de creuser ça. Et j'ai retrouvé sa trace. C'est la première fois qu'il a témoigné. Il a témoigné dans ce livre. Il m'a donné accès à des centaines, de messages entre eux. Et du coup, j'ai découvert, et il n'est pas le seul, hein, d'autres proches de Rima. J'ai découvert une Rima Hassan qui a une grosse proximité avec la communauté juive, qui justement naviguait entre sa famille de confession musulmane et en cachette avec la famille de son petit ami qui deviendra son ex-fiancé qui était une famille juive très laïque, très peu pratiquante. Et du coup, à tel point que c'était même elle qui connaissait mieux que le papa les fêtes juives en leur disant, bah voilà, joyeux Sukkot, Shana Tova, etc. Bah, je cite des messages. Hein. Alors déjà, si j'ai pas pu tout mettre, c'est pour des raisons légales. Moi, j'ai les avocats d'Albin Michel qui ont tout relu, qui m'ont enlevé beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de mettre. Le droit de la presse est plus libre que le droit du livre. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses qui touchait à sa vie intime. Et ça, je voulais pas le mettre volontairement. Mais ça n'empêchait pas de pouvoir aussi... J'ai retrouvé la trace d'un homme avec lequel elle a entretenu une relation épistolaire, qui quand même est un homme qu'elle croyait appartenir à Tsahal. Et qu'elle n'a jamais vu. Qu'elle n'a jamais vu, mais elle s'est nouée de relations très proches avec lui. Et moi, je trouve que c'est fou quand on appelle d'un côté une armée génocidaire et que de l'autre, moi, j'irais pas nouer une relation épistolaire avec un soldat de Daesh, en fait, quoique certaines en France le font. Hein, mais je veux dire, c'est quand même assez paradoxal en l'occurrence. Et lui-même le dit très bien qu'il a toujours senti une fascination-répulsion chez Rima Hassan à l'encontre d'Israël. Je révèle que Rima Hassan, elle a voulu se rendre en Israël à plusieurs reprises, notamment pour faire un voyage dit ressourçant. C'est comme ça qu'elle l'imaginait. Et aussi, j'ai travaillé sur son parcours après déjà le moment où, selon ses proches, elle se serait radicalisée. Déjà avant, elle était quand même très virulente, mais elle n'était pas aussi radicale que là. C'est en 2014 quand elle va partir au Liban lors d'un échange. Ouais.
dans un établissement qui était tenu jusqu'en 2013 par François Burga. Avec une étoile de David autour du cou. Oui, elle part avec la Magen David de son fiancé autour du cou. Quand même, c'est ça qui est fou. Et c'est là que lui découvre qu'elle retweet Alain Soral à plusieurs reprises, qu'elle va retweeter une quenelle de Dieudonné, notamment, donc, dis donc, la femme de paix. Et là, il la voit changer. Et après, elle, quand elle revient, moi, je retrouve un petit peu sa trace, le moment où elle monte, elle devient assez visible. Et je sais pas si on a encore du temps. Non, oui, on a du un temps. petit peu de temps. Je gère. J'ai bon, alors j'ai mon cerveau de radio qui est dans génial. Bah, alors pour voilà, je vous fais un compte. Alors dans ce cas-là, en 2021, on le voit déjà qu'elle est repérée pour la première fois. Vraiment, à une échelle nationale, elle a participé à un événement qui s'appelle les Napoléons, qui est vraiment un événement impactant dans la sphère de l'entrepreneuriat et de la politique. Et elle a son observatoire sur les camps de réfugiés. Et après, elle va rejoindre le Collège citoyen. Le Collège citoyen, c'est censé former les élites progressistes politiques de demain, du futur. Et ça se passe pas très bien au sein de cette promo. J'ai échangé avec beaucoup de gens de la direction, des professeurs et aussi des gens de sa promo, parce que déjà, il va y avoir 2 cas conséquents dans la promo. Le premier, c'est qu'elle va s'en prendre à un des bienfaiteurs, parce que le Collège citoyen est financé par des dons de personnes, de chefs d'entreprise qui donnent gracieusement de l'argent. Et en fait, lui est effaré par les positions que Rima Hassan va tenir sur ses réseaux sociaux. Il va essayer de dialoguer avec elle, mais il voit que c'est pas possible. Donc du coup, il va dire à la direction: moi, je vais retirer mon financement. Je préfère le donner à une association qui œuvre pour la paix entre Israël et la Palestine. Et ça m'a été confirmé par le directeur du Collège citoyen. Sauf que Rima Hassan, qu'est-ce qui s'est passé? Sur ses réseaux sociaux, elle a transformé ça en disant: ce bienfaiteur, elle le nomme, elle donne le nom de son entreprise, a conditionné, a dit qu'il fallait que je sois renvoyée du Collège citoyen, sinon il retirait son financement, ce qui est faux. Pareil, il y a un moment où elle va vraiment exploser sur les réseaux sociaux, c'est quand elle va publier sur LinkedIn un texte très enragé à l'égard d'Israël après qu'une journaliste palestinienne ait été tuée. On ne sait pas encore que c'est par une attaque de Tsahal qu'elle a été tuée. Et directement, elle accuse Israël dans des termes très violents. Et là, pour la première fois, elle buzz, vraiment. Elle a des milliers de likes et de commentaires. Et en fait, des commentaires, moi j'ai pu consulter le dossier qui a été fait à l'époque, des commentaires à caractère antisémite grave. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle flirte toujours avec l'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas du coup si c'est attaquable ou pas. En fait, elle n'a pas modéré ces commentaires-là. Et là, ça a beaucoup posé problème au sein de la promo, pour les professeurs aussi, parce que sur LinkedIn, on peut supprimer les commentaires, ou on peut dire tout simplement, même juste, c'est une honte ce que vous dites. Elle ne l'a pas fait. Et ça, vraiment, ça a posé problème. Et après, avant le 7 octobre, Rima, au moment du 7 octobre, elle était au Liban. Mais avant le 7 octobre, elle avait pris des engagements sur son compte Twitter, où elle s'engageait à ne jamais essentialiser la société israélienne et son gouvernement, ne jamais appeler à la destruction de l'État d'Israël, etc. Et en fait, au niveau de la carrière, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est qu'elle a que des jobs qui n'ont pas abouti avant de rejoindre la France Insoumise. Elle avait un partenariat avec L'Oréal qu'elle va perdre suite à justement les propos qu'elle va tenir lors du 7 octobre, parce que le jour du 7 octobre, elle a fait un gros ménage sur ses tweets, mais j'ai pu les récupérer. Et notamment, on voit comment elle s'en prend à François Ruffin ou encore à Europe Écologie Les Verts, qui tous deux avaient condamné les attaques du 7 octobre avec des termes clairs en disant que c'est une attaque terroriste, etc. Et ça l'avait mise très en colère. Elle avait surréagi. Et pire encore, elle l'avait effacé, mais j'ai pu le récupérer. Elle va propager une fake news sur Shani Louk. Elle va dire que Shani Louk, c'est faux, qu'elle va très bien, qu'elle est en sécurité, elle est en bonne santé dans un hôpital, et qu'il ne faut pas croire ce que disent les médias et les vidéos, en gros, qu'on voit. Et ça, en fait, tout ça cumulé, ça va lui entraîner un cyberharcèlement. Alors attention, je condamne évidemment tout cyberharcèlement. Mais déjà qu'avant, elle avait été invitée aux universités d'été de la France Insoumise, là, c'est la première fois que 2 députés, Thomas Porte et Manuel Bompard, vont publiquement la soutenir. Et juste après, comme elle a perdu L'Oréal, elle a un job qu'elle devait avoir chez Amnesty International qui va pas non plus aboutir. Elle va candidater à la France Insoumise. Chez L'Oréal, en fait, elle avait un partenariat pour son ONG. Mannequin cheveux. Voilà, elle avait un partenariat au sein de son ONG, mais c'est pas un partenariat, qui était justement, en fait, L'Oréal finançait notamment l'ONG
qu'elle avait. Mais comme disons, ça s'appelle des œuvres caritatives finalement de soutien à l'ONG sur les camps de réfugiés. Sauf que bon bah hormis la Palestine, elle a fait je crois un autre pays et encore beaucoup moins abouti. Et sinon il n'y a pas eu vraiment énormément d'adhésion, etc. Donc elle-même déjà avant d'être élue députée, ce qui est intéressant quand on voit aussi dans son parcours au niveau psychologique, elle a toujours été dans une extrême précarité. Elle a vraiment galéré. Et ça, c'est vrai. Elle a fait des petits boulots, etc. Donc, quand elle dit, avant d'avoir ce salaire de députée, qu'elle a du temps et de l'argent, on se demande où est-ce qu'elle l'a eu. Parce que même L'Oréal, le partenariat financier, il n'est pas non plus excessif. Et en plus, il est conditionné. Donc, où est-ce qu'elle a eu, justement, cet argent? Elle qui était dans une situation de précarité. Voilà. T'as enquêté d'ailleurs aussi sur ses racines. Exactement. Faudra lire le livre de Nora là, je vais pas vous faire tout pour le en savoir plus. Alors peut-être avant de passer aux questions du public, moi j'ai une question un peu plus personnelle. C'est vrai que depuis la sortie de ton livre, d'ailleurs les gens ont peur de lire ton livre dans la rue, certains le cachent avec du papier craft pour éviter de se Non, faire c'est vrai, j'en ai beaucoup des gens qui cachent parce qu'ils ont été agressés. Au moins 4 personnes ont été agressées en lisant mon livre dans le métro ou au train. Vraiment, faites attention à vous. Donc c'est vrai, depuis la sortie de ton livre et même bien avant, tu subis quand même un cyber harcèlement d'une grande violence. Tu reçois beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. Tu m'as dit en off, t'as bloqué 200 personnes, je crois, en 24 heures. C'est ça. Comment tu te sens aujourd'hui, justement, face à ça? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir envie d'abandonner finalement? Non. Alors, pas abandonner. Par contre, je suis fatiguée, c'est vrai. Je m'attendais quand même à de la haine. Je ne m'attendais pas à ce point-là. Là, il y a tellement de menaces que maintenant, il doit y avoir une sécurité dans chacune des conférences que je donne. Ça a été très compliqué à Strasbourg et à Marseille quand j'étais une douzaine de jours. C'est pas facile parce qu'en fait, je catalyse, je cristallise une haine qui est un peu différente d'autres, qui n'est pas une haine antisémite, parce qu'Arthur, par exemple, a reçu 1000 messages de haine par minute, hein, je ne me compare pas, mais en fait, ce qui les obsède, c'est un peu comme pour ma copine Sophia Aram, d'ailleurs, on traite tout le temps d'Aram, de Chalgouni, etc., c'est parce que je suis non-juive et que je suis franco-marocaine, une culture dont une partie musulmane, donc je suis en permanence accusée de traîtrise, je suis une traîtresse à la cause palestinienne, et du coup, vraiment, ça vient leur donner une rage qui est différente et du coup un côté obsessionnel permanent qui est de dire c'est sûr qu'elle est financée par Israël. Je suis jamais allée en Israël de ma vie, donc c'est un peu compliqué. Alors, peut-être qu'ils font ça à distance, j'en sais rien, mais pas du tout le cas. Et en fait, du coup, ça les rend encore plus fous. C'est l'impression que j'ai. Après, non, je vais pas abandonner parce que pour moi, c'est pas un combat pour la communauté juive, c'est un combat pour la France, un combat pour la République. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs, vous êtes des citoyens français, et donc moi, je me bats pour mon pays, finalement, pour notre pays. Donc non, je vais pas abandonner. Eh bien, bravo. Bravo, merci à Nora pour son courage, pour sa lucidité. Je vais passer le micro à Harry. Merci Ilana, merci Nora, on peut t'applaudir encore. Merci. Merci pour ces mots, pour ton courage. La salle frémit, je sens qu'il y a beaucoup de questions. On va prendre les questions deux par deux, s'il vous plaît, soyez brefs. Alors un grand merci, on s'était rencontrés chez Fadila Maharoufi pour après ton premier livre. Ah oui. Et vraiment, je te remercie beaucoup. Alors je suis très impressionnée parce que je t'ai écoutée à la commission, et franchement j'ai été, époustouflée par ce que tu disais. Et ma question est la suivante, parce que j'ai vu aussi passer des Khaled Bencher, bref. Est-ce que tu es optimiste quant aux résultats de cette commission? J'ai écouté Emmanuel Razavi, je les ai tous écoutés. Ouais, celle d'Emmanuel Razavi, vraiment. Elle était excellente. Alors, la commission dont la dame parle, c'est important pour ceux qui ne savent pas, c'est la commission d'enquête qui vient établir les liens entre différents partis politiques et l'islamisme, qui se tient à l'Assemblée nationale. Et j'ai été auditionnée comme mon confrère Emmanuel Razavi, que vous avez eu la chance d'écouter. Extraordinaire, et Florence Bergeau-Blaclair aussi, qui a... Alors, quelle est ton opinion? Enfin, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on a des chances de faire aboutir cette commission? Bon, deuxième question, on fait deux par deux. J'arrive. Soyons patients. Non, je vais pas répondre. Je vais répondre.
Bonjour, je m'appelle William Richer, j'ai été enseignant prof d'histoire géo dans une autre vie. Donc j'ai des questions à poser relatives, il y a des gens qui me connaissent, relativement à des choses que j'ai observées qui n'apparaissent pas là. D'abord, le ministère de l'Éducation nationale et notamment le rectorat de Créteil finance des syndicats et des mouvements indigénistes, comme à titre de syndicalisme jaune, comme la CNT Solidarité ouvrière, d'accord, ou révolution permanente. Ensuite, vous avez parlé de la lâcheté des profs qui ne bougent pas face à l'antisémitisme. Moi, je peux vous dire qu'intervenir face à l'antisémitisme dans l'académie de Créteil, c'était prendre des risques extrêmement graves en ce qui concerne sa carrière. Blanquer, notamment, a systématiquement protégé des élèves antisémites qui sont jamais passés en conseil de discipline, et ça lui a permis de décapiter en fait les syndicats, d'éliminer justement cette extrême gauche laïque pour promouvoir des gens qui sont d'abord à sa botte. Et le ministère suit exactement la même politique. Donc, je voudrais savoir si on pouvait éventuellement parler de ces questions, c'est-à-dire de l'attitude extrêmement trouble de l'État. Voilà, je vous remercie. Alors, pour répondre déjà sur la question de la commission, hier justement, j'ai donné une conférence et Madame Constance Le Grip est venue à cette conférence et elle fait partie des députés de cette commission et elle a pu donner des nouvelles justement de cette commission. Alors cette commission déjà, à l'issue de toutes ces auditions qui ne sont pas finies, je crois qu'aujourd'hui Laurent Nunez, actuel ministre de l'Intérieur, a été auditionné sans huis clos. Il y a des personnes aussi qui sont auditionnées en huis clos, mais on peut retrouver tous les comptes rendus en PDF sur le site de l'Assemblée nationale si ça vous intéresse, et les vidéos comme moi sans huis clos sur YouTube, sur l'Assemblée nationale, vous pouvez les trouver. Et donc déjà, il va y avoir un rapport complet à l'issue de toutes ces auditions. Et ce rapport, l'idée, c'est de faire comme pour les frères musulmans, que ce rapport aboutisse notamment à des fins de collectif. Si tout ce qu'on dit est avéré, parce qu'il va falloir donner des preuves. Dans le cas du rapport sur les frères musulmans, on a pu voir qu'un institut qui s'appelle l'IESH à Château-Chinon, c'est un institut qui, pendant 30 ans, a formé des centaines et des centaines d'imams, d'aumôniers, mais ça va aussi de coachs sportifs, en passant par plein de gens, au discours des frères musulmans, au point même que certains anciens élèves sont partis, notamment en Syrie. Le discours est gravissime. Ça, ils ont perduré pendant 30 ans. Ça a enfin été dissous, mais c'est pas les seuls. Il y a plein d'organismes. Là, il y avait eu le CCIF à l'époque de l'histoire de Samuel Paty, justement, collectif contre l'islamophobie en France, qui a été dissous dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, qui s'est reconstitué en Belgique, mais qui officie complètement en France, quoi qu'ils disent. Et là, suite à toutes ces révélations-là, ils ont été placés en garde à vue. Il y a des poursuites pour reconstitution d'associations dissoutes. Voilà, il y a plein de choses qui avancent. Et nous, dans le cadre de cette commission, nous, ce qu'on venait amener, c'est aussi des faits, notamment pour des partis politiques. Alors, ceux qui ont vu mon audition verront et entendront qu'on m'a demandé de pas donner de nom de députés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les autres, vous pourrez vérifier par vous-même. Bon, j'ai quand même pu expliquer quand même pour Rima Hassan. Après, pour d'autres, du coup, j'ai pas pu dire. Je devais dire un député A. Et voilà. Donc, après, à voir ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que la France Insoumise, qui avait tout fait pour phagocyter cette commission, au point même que Aymeric Caron voulait être président de la commission, finalement, en fait, ils ont le droit de siéger. Ils ont des sièges à cette commission. Ils sont venus à aucune des auditions. Danielle Obono, je crois aussi, a un siège à cette commission. Elle a le droit de venir. Elle est venue à aucune commission. Peut-être aujourd'hui, avec Laurent Nunez, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, pour le moment, ils sont pas venus. Donc, c'est quand même que je pense que ça les embarrasse. Après mon passage, plusieurs élus insoumis avaient fait des communiqués pour dire en gros qu'il fallait mettre fin à cette commission qui serait selon eux une cabale islamophobe, etc., comme d'habitude. Donc, à voir ce que va donner ce rapport et les préconisations de ce rapport, parce que les préconisations du rapport sur les frères musulmans, tout le monde n'était pas d'accord avec les préconisations, mais je vous laisserai les lire pour voir ce qui avait été dit et ce que vous en pensez, évidemment. Sur la question de l'éducation nationale, j'ai moi-même été prof. J'étais surveillante, j'étais prof contractuelle dans le 77, dans le 93, dans le 91, je les ai vraiment tous faits. J'ai été prof aussi, donc je connais ces syndicats, je connais ces collectifs. Pour le livre, vous verrez que j'en parle dans le détail. Je raconte pour des collèges, des lycées, ce qui s'est passé au niveau de l'inspection académique, notamment même pour des proviseurs qui réagissaient parce que eux-mêmes étaient victimes justement d'élèves, de représailles parce qu'ils avaient
renvoyé des élèves qui avaient eu des propos antisémites sur une élève juive. Et je raconte surtout qu'il y a le gros problème aussi de l'éducation nationale en France, parmi tous les problèmes qu'il y a, et je peux le dire, j'étais prof, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, dans l'école publique, quand on est mineur de moins de 15 ans, et ça peut même monter parfois jusqu'à 16 ans sur les dossiers, on est quand même censé être en cours. Donc en fait, il faut se rendre compte, je l'ai été, c'est que tout est une forme de troc. Donc vous allez renvoyer un élève à l'issue du conseil de discipline et du coup, il va être balancé dans l'établissement, par exemple, d'Ilana. Mais Ilana, elle vient de renvoyer un élève. Moi, je l'explique pour l'antisémitisme et elle a un élève, lui, qui justement apologie du terrorisme. Donc moi, je me récupère un autre élève, etc. Donc en fait, et ça jusqu'à ce qu'ils aient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain âge où l'éducation n'est plus obligatoire. Donc il y a ces problèmes-là. Je ne partage pas votre avis sur Jean-Michel Blanquer. Et là, je vous le dis, non, mais moi je vous le dis, je le partage pas. Après, c'est vous avez des preuves, tant mieux, faites une enquête et j'entends ce que vous dites et je le respecte. Je lirai votre enquête et votre travail et avec grand plaisir, mais je ne partage pas vos positions sur Blanquer. Et Dieu sait qu'on peut être critique et j'ai été prof aussi, donc je peux être critique de Jean-Michel Blanquer sur plein de choses, mais en tout cas sur tout ce qui va être la laïcité, la lutte contre l'ultra-gauche et des collectifs d'ultra-gauche, à titre personnel, c'est ce que je n'ai pas constaté, en tout cas dans mon enquête, et pourtant j'ai beaucoup travaillé pour écrire dans le livre sur Révolution permanente notamment. Très bien, j'entends ce que vous dites, et dans ce cas-là, je lirai avec plaisir votre travail sur le sujet si vous le publiez. Vous pourrez me l'envoyer avec plaisir et je lirai, et à l'occasion, si je le croise, je lui en parlerai. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Autre question? Il est peut-être un peu tôt pour répondre, mais pensez-vous qu'aujourd'hui, ce phénomène de grave antisémitisme, antisionisme, appelons-le comme on veut, c'est quand même être anti-juif, est un phénomène de mode qui va s'amenuiser, ou est-ce que le verre est dans le fruit et ça va s'aggraver au travers de ce que vous avez pu observer justement en étant dans le fruit? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui se jouent, effectivement. On est au-delà du phénomène de mode, évidemment, puisque de toute façon, historiquement, et vous avez reçu Georges Bensoussan et d'autres spécialistes, historiquement, on sait que quand il y a des fractures sociétales, c'est là où l'antisémitisme ressurgit. Et c'est d'abord l'antisémitisme, et après, on sait très bien, ça passe à d'autres choses. Et c'est d'abord les juifs qui sont visés. Donc non, ça ne va pas s'arrêter là. Et l'explosion de l'antisémitisme, au-delà de la haine des juifs, c'est le symptôme d'une société malade pour énormément de raisons. Donc sur ça, je vais être pessimiste. Par contre, ce qui est intéressant de noter, parce que je l'ai observé, c'est ce qui se passe depuis les accords de paix qui ont été conclus. Et surtout, comment ça devient très compliqué pour des militants et des figures politiques de garder les braises brûlantes jusqu'aux élections municipales. Je l'ai vu notamment pourquoi. Là, ils essayent à nouveau, ils ont tenté. On a vu une Rima Assad très embarrassée quand elle est revenue de son second épisode de la flottille, où elle n'avait pas le même succès que quand elle est revenue de la première flottille, où c'était vraiment impressionnant, place de la République, de voir le nombre de personnes venues la soutenir. Là, il y en avait beaucoup moins. Et directement, alors même que les accords de paix se concluaient et que je vous parle de l'opinion publique là, soupirait en disant, même ceux qui étaient, du coup, je disais, c'est la fin des massacres, c'est la fin de la guerre, tant mieux. Là, eux, ça les embêtait. Donc, ils disaient, non, il faut que la mobilisation, elle continue à tout prix. Pourquoi à tout prix? Il y a des élections, il y a des échéances municipales. Et donc, comment vous allez maintenir une colère sans que vous ayez des images vraies, parce qu'il y a évidemment vraies images de massacres, mais aussi des images paria, il y en a eu, mais ça a été prouvé de ce qui a pu se passer en Palestine, si vous n'avez pas ça en boucle. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu beaucoup de militants, de collectifs comme Urgence Palestine, de figures politiques, à l'instar de Rima Hassan et pas que, qui d'un seul coup s'intéressent au Soudan, un peu moins quand même, beaucoup au Congo. Au Congo, elles s'y mettent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a une interview de Rima Hassan qu'elle avait donnée en mai 2024 à un YouTuber. Interview où il l'interrogeait justement sur le Congo et où elle avait répondu qu'il y avait une urgence sur la question palestinienne qu'il n'y avait pas ailleurs. Et c'est ça me dira, effectivement. Et juste ce passage-là, il y a plein d'internautes, notamment de la communauté noire en France, qui l'ont fait ressortir en disant « Vous n'avez plus le droit de faire d'appropriation culturelle en vous appropriant notre souffrance. » Parce que du coup, elle a fait ce qu'on déteste dans le milieu militant, c'est de comparer. Elle mettait sans cesse en comparaison et en parallèle la question du Congo et la question de la Palestine. C'est ce qu'elle a essayé de faire là quand elle est partie justement en Belgique pour pouvoir intervenir sur ce sujet-là et au Congo aussi. Et ça n'a pas pris.
Et donc là, on voit qu'il y a un véritable embarras autour d'elle. Ça ne veut pas dire pour autant que l'antisémitisme va baisser et que tout ira beaucoup mieux. Ce que je veux juste dire, c'est que l'éveil des Français, la mobilisation sur la question est en train de baisser. Mais les actes antisémites, on a vu qu'il y en a quand même eu. Et bien après les accords de paix, la haine, elle est toujours là. Et justement, ce qui est aussi inquiétant, c'est quand la bête est acculée, c'est là où elle peut être la plus dangereuse aussi. Et donc, c'est en ça que moi, je ne veux pas être 100% évidemment optimiste. Voilà. Et si, une dose optimiste quand même. Outre le fait que mon livre marche vraiment super bien, il est dans les meilleures ventes en France. Il y a le livre d'Arthur aussi, qui est numéro 1 des ventes en France. Oui, il sera Donc, avec nous bientôt, le 4 décembre. Bah voilà, Arthur, moi, c'est un de mes amis, je l'aime vraiment beaucoup. Et de voir que son livre est numéro 1 des ventes, tout confondu. Je veux bien que la communauté juive alise, mais quand même là, vous n'êtes pas assez pour être lecteur. Et donc, en fait, ça vraiment, moi je le vois même avec mon livre. J'ai beaucoup de lecteurs non juifs. Qui me lisent, aussi des lecteurs même de toute confession, de non-confession, qui l'achètent, qui le lisent. Et donc, en fait, ça, c'est rassurant aussi. C'est un peu, quand même, un peu d'espoir, parce qu'il en faut aussi. Voilà. Ah, tiens, monsieur d'abord qui... Bonsoir. Alors d'abord, je tiens à vous féliciter. Ce que vous faites, je trouve c'est extraordinaire. Je suis depuis un moment sur les réseaux. Bravo, je pense que vous êtes une figure de la lutte. À l'époque, on parlait de Nelson Mandela comme un héros. Quand même pas. Non, je suis très sérieux. Vous n'avez pas fait de prison, mais ce que vous faites, c'est hyper courageux, surtout pour une non-juive. Enfin, c'est génial. Et tout à l'heure, vous disiez quelque chose. J'espère que peut-être que quelqu'un de la communauté ou de Tsahal vous protège. Je pense que ce serait très, très, très bien. C'est pas ma question. Il y a le SPCJ dans beaucoup de mes conférences qui ont froid dehors et qui sont là à chaque fois. Et moi, j'ai découvert qu'ils étaient bénévoles et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je m'en voulais presque. Bravo, vraiment, bravo à eux. Bravo à eux. Parce qu'ils sont là à chaque fois. Moi, j'ai une question. Je vais vous parler une anecdote de ma vie. J'ai 3 petits garçons qui sont donc juifs. Et il y a quelques années, qui sont juifs, oui, bon. Et il y a quelques années, avant le 7 octobre, avant tout ça, j'avais dit à mon fils, si un jour l'extrême droite passe en France, on quittera la France, on partira en Israël ou ailleurs, ou en Suisse peut-être. Et en fait, il y a des discours qui m'inquiètent, mais en même temps, parfois, je m'y retrouve un peu. C'est très triste. Mais je sais que l'extrême droite est en train de monter également dans la communauté juive. Je pense qu'on en a tous conscience, il faut pas se le cacher, c'est factuel. Et c'est pas grave, mais moi, donc ça m'inquiète beaucoup par rapport au passé, etc. Est-ce que dans vos expériences et dans vos expériences d'immersion, vous avez rencontré pas mal de gens d'extrême gauche, aussi d'extrême droite? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'extrême droite qui soit maquille son discours pour aussi... Non, s'il vous plaît, on écoute tout le monde. Moi, j'écoute tous les points de vue et je les respecte. J'ai pas de point de vue, je pose juste une question. Non, je veux dire, vous êtes, non, pardon, ce que vous dites et je comprends tout à fait. C'est quand même assez préoccupant. Ouais, bien sûr. Voilà. Enfin, alors, je vais répondre factuellement. Je suis contre le Rassemblement national, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens de plus en plus inquiets, et surtout dans la communauté juive, qui ont l'impression que c'est la seule réponse. Pourquoi ? Je vous explique, et moi je suis contre, et je l'ai assumé parfaitement, et ça ne veut pas dire que je vais traiter de débiles, ou je vais traiter avec mépris les gens qui vont voter RN, parce que aujourd'hui, il y a une vraie banalisation de ce qu'est l'extrême droite en France, de ce qui serait le fascisme. Regardez, je vous disais, Elisabeth Badinter qu'on traite de fasciste, on traite de figure d'extrême droite, etc. Le souci, moi, ce qui m'a le plus troublée, honnêtement, indépendamment de toute l'histoire, on se rappelle quand même Frédéric Chatillon, proche, influence du Rassemblement national. Je connais moins le RN que beaucoup de mes confrères, etc. On connaît ses porosités. Je vous parlais des connexions entre Alain Soral, Rima Hassan, etc. Là, je travaille en ce moment sur les connexions entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche au niveau local. Il y en a beaucoup. Parce que là, vous pensez tous en vous disant, bah voilà, au niveau national, ils se disent rien d'antisémite. Oui, mais le niveau local, c'est pas la même chose. Et là, on le voit notamment, vous regarderez ce qui se passe à Besançon. Voilà, sur les connexions autour justement de la cause dite palestinienne et surtout de la haine des Juifs. Moi, ce qui m'inquiétait juste, c'était les législatives anticipées, les profils, quand ils n'avaient pas fait le ménage. Alors après, ils ont fait le ménage. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, oui, je suis inquiète et surtout, je vais aussi rappeler quelque chose. C'est que je pense, comme beaucoup de personnes, que le RN risque de passer au pouvoir. Mais qu'est-ce qui va se passer si le RN passe au pouvoir ? Qui va être le parti qui va dire, regardez, on vous l'avait dit. Si vous nous aviez écouté,
c'est notamment la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, et c'est ce qu'il veut d'ailleurs. Nous, quand on parlait avec des militants d'extrême gauche, ils disaient le RN va sans doute passer, mais nous, c'est pas grave, parce que nous, on doit être l'opposition, on doit être la révolution en retour. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est que leur tête à abattre, c'est justement toutes ces figures que nous appelle l'extrême centre ou la droite molle, etc. Toutes ces figures-là qui seraient justement, qui auraient fait le jeu de l'extrême droite, qui seraient des islamophobes, qui auraient poussé le RN au pouvoir, etc. Et du coup, toute critique de l'islam radical va dire, bah regardez, vous avez critiqué l'islam radical et maintenant le RN est au pouvoir, donc vous rejoignez-nous, et c'est ce qui va empêcher justement une vraie lutte contre l'islamisme aussi. Mais c'est que mon avis, vous pouvez vous faire le vôtre, et je ne viens pas juger les gens, vous êtes dans l'isoloir et vous faites ce que vous voulez, évidemment. Voilà. Une autre question, Nora, s'il te plaît. Merci. Bonsoir. Alors j'ai deux choses. Je vais rebondir au niveau du livre. Moi je suis en train de le lire et je le lis dans les métros. Voilà. Donc parce que je veux attirer l'œil. Courageuse parce que vraiment. Oui, mais bon, par rapport à vous, je crois qu'on n'est pas très courageux. Bah, donc, quand même déjà juste de me ça. lire, sachez-le que c'est vraiment un soutien. Voilà. Vraiment, du Et courage. par ailleurs, j'étais le 8 mars 2024 à la fameuse marche. Et on s'est quand même fait traiter de sale juive. Ouais, mais Voilà. bien sûr. Donc c'est aussi le cas. Alors ma question, elle porte sur les médias. On a des gros problèmes au niveau de l'information qui fait foi, et en particulier des médias comme Le Monde, par exemple. On sait que la BBC a été un peu taclée. Est-ce que vous pensez que la lutte, elle devrait pas porter sur la désinformation sous couvert d'humanisme et de choses bien? Est-ce que la lutte, elle devrait pas être faite aussi à ce niveau-là et de façon urgente? Tu veux que je réponde, Ilana? Tu veux que je réponde? Non, tu veux compléter, tu pourras, hein, parce que tu es journaliste aussi, comme moi. Si tu veux compléter, Ilana. Ouais, parce que ça peut être chouette. On est deux journalistes. Alors, déjà, j'ai la chance de travailler pour des rédactions qui sont Le Point et Franc-Tireur, qui vous pouvez leur reprocher ce que vous voulez. Je pense que depuis le 7 octobre, voilà. Le souci, ça va être plutôt la manière et les positions de certains confrères. Déjà, moi, j'ai été ébahie de voir que des confrères disaient le terme génocide, ne corrigeaient pas des politiques en face qui l'employaient sur des plateaux télé. Ou alors là, le pire, c'est qu'ils parlaient d'otages pour parler des prisonniers palestiniens. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ça, c'est vraiment, ça m'a impressionnée. Et j'ai l'impression qu'on est dans un état où il y a une vraie fracture au niveau des médias. Il y a des directions, des rédacteurs en chef qui vont réagir, mais le souci, ça va être plutôt cette jeune garde, en l'occurrence. Là, moi, j'ai vu ce que ça a déchaîné d'avoir mon portrait dans Libération, parce que j'ai eu mon portrait dans Libération, il est sorti hier. Un beau portrait dans Libération. Eh ouais, hein, tout le monde, là, vous allez entendre pas. Un beau portrait, vraiment. Et j'ai vu à quel point la haine, déjà antisémite, la haine antisémite qui a reçu cette journaliste, qui a un nom qui serait peut-être à consonance juive, paraît-il, la violence qu'elle a subie pour avoir fait ce portrait-là. Mais ils sont pas la seule. Chez France Info, moi j'étais reçue chez France Info, ce qu'a reçu la journaliste, qui a juste mis en avant mon travail, qui a échangé, etc. Même chose sur chaque chaîne de télé, dans des rédactions, etc. Je suis pas la seule, hein. Arthur, à chaque fois, on se le disait, il passe dans des émissions, les émissions, ils appellent à faire leur boycott en disant, vous vous rendez compte, ça y est, on n'a plus de médias de gauche, etc., etc., etc. Dernier exemple, et je pense que c'est des faits, et pourquoi, pour moi, il y a un véritable risque au niveau de la relève. Chaque année, en France, les grandes écoles de journalisme reconnues par l'État organisent un événement qui s'appelle les Assises du journalisme. Lors de cet événement, chaque année, les étudiants qui composent les plus grandes écoles de journalisme, qui seront nos futurs confrères, Aïdana et moi, élisent la meilleure enquête de l'année, qui pour eux incarne vraiment ce qu'est le métier du journalisme. L'année dernière, donc peu après le 7 octobre, se tient cet événement. Bon, à chaque fois, pas de mystère, les sélectionnés, ça se joue toujours entre Le Monde, Libération, Mediapart, Le Monde, Libération. Et là, en l'occurrence, ils avaient choisi une enquête de Mediapart qui s'appelait Gaza, les visages du carnage. Je vous laisserai aller la voir, mais je vais vous expliquer. Ah non, mais vous dites déjà, putain, mais alors attendez. Pauvre surprise, mes amis. Ils choisissent cette enquête. Qui fait finalement une forme d'hommage. Mediapart va mettre en avant tous les journalistes qui ont été tués à Gaza par Israël et les présenter.
Ils vont dire, par exemple, telle personne était, je sais pas, férue de musique classique, avait 4 enfants, vivait à tel endroit. Et voilà. Et donc, nous, on regarde avec mon chef et on se rend compte, parce que Mediapart est transparent, il le note, que 30% des profils que composait cet hommage étaient composés du djihad islamique, du Hezbollah, du Hamas et du FPLP. Et le reste, c'était quasiment qu'Al Jazeera. Je vous laisse imaginer. Et ça, et en plus, Mediapart l'avait marqué, donc vous ne pouvez pas accuser Mediapart de tromper ses lecteurs, pas du tout. Il mettait adorer la musique classique, 4 enfants, machin, membre du djihad islamique. Et ça, pour ces étudiants, c'est ce qui représentait l'avenir et l'incarnation du journalisme qu'ils veulent porter. Donc là, je vous laisse réfléchir à ça. Je te laisse peut-être compléter. Tu vas ajouter quelque chose. Il y a plusieurs problèmes en fait par rapport à Gaza parce que c'est de la désinformation surtout à propos du Proche-Orient en fait. Pour les autres conflits, il y a pas vraiment cette problématique-là, mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est que à Gaza, les journalistes en fait qui sont présentés comme des journalistes sont souvent des gens qui sont très proches du Hamas. Donc les seules sources que peuvent avoir l'agence France Presse ou d'autres médias, c'est des gens qui vont être proches du Hamas, qui risquent aussi peut-être leur vie. On ne sait pas à Gaza si elles ne donnent pas les informations que le Hamas veut qu'on transmette. C'est important ça de le dire. Donc c'est vrai que après l'agence France Presse, elle récupère ces informations-là de ces personnes et elles ne sont pas forcément vérifiées. Donc ça c'est déjà un premier problème. Ensuite l'autre problème que moi j'ai constaté en faisant pas mal de plateaux télé depuis le 7 octobre, c'est que les programmateurs en fait appellent n'importe qui pour parler du Proche-Orient. Ils invitent vraiment n'importe qui, qu'ils présentent comme des historiens, comme des experts, comme des analystes, alors qu'en fait ils disent n'importe quoi et ça induit forcément le public enfin ça donne de fausses informations en fait. Donc ça c'est aussi un autre problème. Les programmateurs qui sont souvent très jeunes, qui sortent d'écoles de journalisme, qui n'ont pas forcément les connaissances, voilà ça c'est un souci. Et effectivement, on se rend compte que même les journalistes les plus aguerris, ceux qui sont présentateurs, ceux qui font l'info sur les chaînes de télé, ne connaissent pas du tout le Proche-Orient, ne savent pas du tout de quoi ils parlent en fait. Et moi-même, je sais pas vraiment. Tu as raison parce que vraiment, moi, je veux pas m'exprimer sur le conflit et c'était important de faire le distinguo avec le livre parce que justement, les gens comprenaient pas pourquoi ils voulaient me demander mon avis. Je disais mais moi, je ne connais pas. Déjà, je suis jamais allée en Israël de ma vie. Ouais. Je ne connais pas le conflit en tant que tel, donc je vais pas m'exprimer sur quelque chose que je connais pas. Je parle de l'antisémitisme en France, de ses répercussions en France, mais je peux pas avoir par exemple pour pouvoir débattre avec toi, ça serait compliqué, je pense. non, franchement, je pense que tu t'en sortirais bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai plein d'anecdotes qui me viennent quand j'étais stagiaire sur LCI. Je me souviens qu'un jour, il y avait une panne de l'agence France Presse, je crois. Et en fait, ils étaient complètement perdus. Ils savaient pas du tout comment faire sans les dépêches de l'AFP pour parler de ce qui se passait au Proche-Orient. Donc moi, j'avais sorti plusieurs articles de la presse israélienne parce qu'il se passait des choses à l'époque. Et je me souviens aussi de cette phrase de ma tutrice justement sur LCI qui devait recevoir quelqu'un justement pour parler du Proche-Orient. Le débat c'était pourquoi un État palestinien, et elle disait à ses collègues moi je sais même pas pourquoi on serait contre un État palestinien finalement, je sais pas quoi mettre dans mes questions là, si vous pouvez m'aider. Donc ça m'avait marqué parce que moi j'avais une vingtaine d'années à l'époque et je me suis dit mais c'est fou quand même, c'est censé être la personne qui a plus de connaissances que moi et qui ne sait pas du tout de quoi elle parle. Et donc ce sont ces personnes-là, en tout cas certaines personnes, qui font l'info en France. Et c'est l'info qu'on nous donne malheureusement. Ça c'est par nos connaissances, mais aussi quand c'est regardez l'exemple que je vous ai donné, on a des choses, mais parce qu'il faut se rendre compte aussi que on est des confrères, mais on a aussi des opinions, sauf que les opinions transparaissent. Et que du coup, ça devient de l'éditorialisme plus que du journalisme factuel. C'est souvent aujourd'hui, malheureusement, malheureusement déjà aujourd'hui dans les écoles de journalisme, le niveau est de plus en plus bas, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est en général aussi, mais voilà, on prend des personnes qui sont de moins en moins bonnes. Et effectivement, il y a ce problème-là. Le militantisme. On est plus militant que journaliste en fait, malheureusement. Une autre question? Bonsoir. Je voulais savoir, c'est pas une question que je pose, c'est une opinion. Oh. Vous voulez être vous aussi éditorialiste comme mes confrères? Dans la police nationale, dans les forces de l'ordre, les musulmans qui sont en uniforme, qui représentent la France,
pensez qu'ils sont LFI et Rima Hassan ou non? Non, pas tous. Mais en fait, de la même manière que quand on va vous dire la police est raciste, non, il y a des Non, policiers j'ai pas dit que la police qui sont... était raciste. Ah non, mais vous avez pas Les du tout dit ça. musulmans, j'ai dit qu'ils sont dans la police nationale. Mais bien J'ai sûr, pas dit j'entends que ce que la vous police dites. est raciste. Hein. Mais ce que je veux juste dire, c'est que sous chaque uniforme, il y a un être humain. Donc en fait, l'idée, c'est de la même manière que ceux qui vont vous dire, c'est ça que je veux dire, de la même manière que ceux qui vont vous dire, la police Le est raciste. musulman qui rentre dans la police, est-ce qu'il est LFI et Rima Hassan? Non, je ne suis pas là dans son bureau de vote pour regarder par-dessus son épaule ce qu'il vote, monsieur. C'est essentialiser les personnes. Vous faites exactement la même chose qu'on vous reproche en disant que tous les juifs sont des génocidaires. C'est complètement... j'en reviens... Enfin, limite, Vous votre en revenez question... pas? Ouais, votre question me désarçonne, en effet. Ouais. C'est une question un peu large. Ouais, elle est large d'opinion, ouais. Effectivement. Ouais. Bonsoir. Vous avez tout à l'heure parlé d'insultes ou de différents retours très négatifs sur votre travail. Est-ce que vous avez eu aussi des retours super positifs des gens en dehors de notre communauté et de la communauté musulmane aussi ou d'autres quoi? Oui, beaucoup. Et quel serait peut-être est-ce que vous pouvez nous en parler quoi un petit peu? Bien sûr. Déjà, j'ai été surprise à beaucoup de gens de gauche, très de gauche, qui lisaient, qui ont lu le livre. Vraiment, ça m'a beaucoup surprise. Ils viennent en conférence. Vous voulez peut-être finir? Non, je sais pas. Non, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Il peut, mais vas-y, Ok, termine. pas de problème. Non, mais je m'en doute pas, mais si vous voulez continuer, allez-y. Non, parce que je répondais. D'accord. Non, mais c'est parce que j'ai cru que vous vouliez peut-être. Non, je pense pas qu'il y ait de questions. Non, il n'y a pas de questions idiotes. J'ai pas la réponse finalement. Bah, je vous ai répondu très clairement. Je vous ai dit que je ne suis pas derrière chaque individu qui a un uniforme et qui va justement savoir ce qu'il vote. Bah, c'est ce que vous avez dit, monsieur, pardon. Bah, vous avez dit devant chaque musulman qui entrerait dans la police, vote-t-il LFI? Enfin, ça n'a pas... C'est comme si je disais, est-ce que chaque juif... Bah non, mais vous avez regardé les statistiques. Il y a des statistiques. Vraiment, mais ouais, mais après... Mais en fait, il y a même des... Bon, mais là, ça devient... Vas-y, Nora, je vais vous répondre sur termine du sur cette question. positif. Oui, je vais répondre sur du positif. Alors, déjà, il y a eu de très belles... Oui, il y a eu des lecteurs musulmans, effectivement, mais pas que. Il y a eu des lecteurs de toute confession et de non-confession aussi. Beaucoup de gens très de gauche qui ont lu le livre et qui étaient assez troublés. Parce qu'effectivement, ils se disaient qu'ils avaient bien senti quelque chose au sein de leur lutte. Ils n'avaient pas forcément à dire et à comprendre quoi, mais ils ont vu des faits, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez été traité de sale juive, alors vous manifestiez, et bien il y a des gens à côté aussi. Il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de dans des rencontres, des manifestations, il y a beaucoup de gens, moi j'ai passé du temps avec eux, qui viennent parce que c'est des potes de potes, qui sont invités, qui n'y connaissent rien, et qui sont là, et qui les voient tous hurler déluge d'Al-Aqsa, faire un déluge d'Al-Aqsa en France, etc. Et qui eux comprennent pas forcément ce qui se passe et qui sont pas tous complètement matrixés. Moi j'en ai vu beaucoup qui quittaient parfois des manifestations parce qu'ils s'attendaient à une manif notamment de soutien aux civils palestiniens et ils se retrouvaient face à de l'apologie du terrorisme et ça a déstabilisé quand même des gens qui du coup étaient très perdus sur ces questions-là et ça c'est beaucoup de retours que je vais avoir, des retours très positifs hors communauté. J'ai beaucoup aussi de personnes de confession catholique qui lisent le livre, qui étaient très touchés parce qu'eux-mêmes étaient assez perdus sur cette question, notamment sur le conflit. Ils peuvent avoir un regard parfois qui pouvait être biaisé, je pense que tu le sais aussi, et qui du coup étaient surpris de voir les répercussions de l'antisémitisme, eux qui connaissent pas forcément des personnes de la communauté juive, parce que c'est surtout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas des personnes de la communauté juive, et moi c'était mon cas, hein, quand j'ai grandi en banlieue, je connaissais aucun juif quasiment, et du coup ça leur a ouvert quelque chose, et ça m'a beaucoup touchée, et des personnes aussi publiques qui ont assumé lire le livre, qui le soutiennent, qui le défendent aussi dans la presse. J'ai une promo absolument folle, là j'ai beaucoup même dans la presse internationale, les États-Unis, l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark. Là, demain, je pars en Suisse pendant 2 jours. La Belgique, beaucoup, même dans la presse publique belge. Et donc, je vois vraiment l'impact et les réactions. Mais c'est le pendant aussi de la visibilité, de la haine que ça entraîne. Mais je vais avoir autant de l'un que l'autre, finalement. Et ça, c'est très positif. Mais oui, c'est positif. Merci, Nora. Encore une question. Encore une question, s'il te plaît.
Bonsoir. Donc j'ai lu votre livre et bravo parce que je me suis dit quel courage de faire ça et quand on voit tout ce qu'on entend depuis un peu plus de 2 ans maintenant où chaque soir on est déprimé à entendre les fausses informations qui circulent et j'ai été aussi interpellé par votre conclusion sur votre de tout le livre. Je me suis dit bon finalement même si elle sait pas trop comment ça va se passer. Je c'est un meurs peu pas à la dur. fin. Ouais, non. Vraiment, On dirait presque ça. ça m'a interpellé. Et du coup, ma question, c'est surtout par rapport à la désinformation qu'on peut entendre, qu'on peut lire, qu'on peut voir sur tous les réseaux, dans tous les médias. On parlait du Monde tout à l'heure. Il y a bien les décodeurs qui sont censés identifier la désinformation des informations et qui viennent. Les décodeurs, c'est le Monde. Donc aujourd'hui, comment on peut lutter contre cette tempête de désinformation qui broie les esprits faibles et ceux qui tombent dans l'antisémitisme sans même le savoir. Et quand on voit que aujourd'hui des Thomas Porte, des Roland Guiraud, des Rima Hassan attendent, même Samidou, Urgence Palestine, attendent des mois et des mois pour être jugés. Aujourd'hui, c'est quoi les moyens que nous on a en tant que juifs en France, à part d'être attristé, d'être angoissé, de prendre part à cette lutte. Alors de mettre. Pardon Nora, Ouais. je vais juste compléter la question. Ouais. On terminera par là. Pardon. Si tu veux bien nous dire quelques mots sur la différence justement et que tu as pu peut-être constater entre la minorité bruyante et la majorité silencieuse. Ouais. La majorité silencieuse, elle a fait que Arthur, il est best-seller en France en même pas 1 mois et demi. Hein. Et c'est énorme l'impact. Il a quand même toujours 4 millions d'abonnés. Et je parle d'Arthur parce que je pense que c'est l'exemple le plus criant et pour ne parler que de moi aussi. Voilà. Je vois Emmanuel Razavi aussi, son livre a cartonné. Et je vois le mien aussi dans les meilleures ventes. Donc déjà sur ça, cette majorité, elle est là, elle nous suit sur les réseaux sociaux. On a vraiment, moi, j'ai gagné, je crois, 10 000 abonnés sur mes réseaux sociaux en 2 semaines. Enfin, c'est absolument fou. Alors oui, je vais recevoir peut-être 10, 20, 30, 200 messages de haine par jour selon les pics. Mais face à tous les messages de gens, vraiment, c'est impressionnant. J'ai même plus le temps de répondre aux messages gentils face au nombre qu'il y a. Et alors, pour vous répondre sur la question de la désinformation, on est dans une période très compliquée. Moi, je vais me référer à quelqu'un qui est ma chef, qui est mon mentor, qui m'a soutenu dans ce livre. Ça s'appelle Caroline Fourest. Je pense que vous la connaissez ici. Voilà. À chaque fois qu'on dit Caroline Fourest, c'est toujours ça. Caroline Fourest, il se passe pas un édito ou quelque chose qu'elle se prenne un fact-check, un truc qui va dire que tout ce qu'elle dit est faux. Là, tout récemment, sur Mamdani, nous, chez Franc-Tireur, on a pris très cher par beaucoup de confrères qui ont dit qu'on inventait des choses par islamophobie, parce que tout simplement parce que c'était un maire musulman, alors enfin pas du tout. En l'occurrence, c'était prouvé. Et du coup, on doit, en plus, ce qui est assez fou, moi j'ai eu le droit là récemment avec un média que je citerai pas pour pas lui donner un peu de visibilité qui lui reste, qui m'a écrit, qui a dit qu'ils avaient fait une contre-enquête sur mon livre. Ils ont appelé mon livre La thèse jamais démontrée, parce que pour eux, il y a aucun antisémitisme à l'extrême gauche. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que il m'avait dit voilà, nous on pense que vous mentez. On va vous lister tout. Il m'a envoyé 11 pages de questions, un truc comme ça. Mais on aimerait que vous nous donniez toutes vos preuves. Et ça, c'est très commun chez beaucoup de confrères, c'est de te contacter, de fact-checker, c'est comme ça qu'ils disent, de te contacter et de dire donnez-nous les preuves. Mais en fait, aujourd'hui, en tant que journaliste, Ilana et moi, on peut être poursuivis en justice si, par exemple, une personne estime qu'on a dit une fake news, une diffamation, et du coup, on a des lois encadrées. Par exemple, on doit avoir le respect du contradictoire. Le respect du contradictoire, savoir contacter la personne sur laquelle on a enquêté pour lui proposer de répondre, de réagir à nos preuves. On va avoir notamment le fait de dire des faits, de les prouver, mais c'est devant la justice que ça passe, pas auprès de confrères en fait. C'est absolument dingue. Après, moi, je suis très libérale, je suis pour la liberté de la presse. Je préfère ça qu'une dictature parce qu'aujourd'hui, ils passent leur temps à nous dire qu'on est dans une dictature en France. J'ai beaucoup de militants nous expliquent comment on peut comparer la France au régime de la République islamique d'Iran. Ça vraiment, c'est beaucoup ce qui ressort, hein, parce qu'ils disent notamment qu'en France, comme en Iran, on force les femmes soit à se voiler, soit à se dévoiler.
Et du coup, ils mettent sur le même plan. Enfin, c'est absolument terrible. Mona Jafarian, chaque fois que je le raconte, la peau, elle pousse des cris d'orfraie. Donc, en fait, je pense que alors, j'entendais à un moment dans la salle dire, quitter la France. Oui, moi, oui, évidemment. Je rigole. Non, ça va. Non, je plaisante. Non, évidemment, pour le coup, là, je peux vous dire, ouais, je peux comprendre. Moi, je peux comprendre je peux comprendre que vous ayez envie de partir. Nous, notre boulot non-juif, comme Caroline Forest, comme Sophia Aram, comme Abnou Chalmani aussi, comme moi, les non-juifs, là je vous citais des non-juifs aussi, c'est de se battre pour vous donner envie de rester aussi, parce que vous avez ce pays, nous on l'a pas. Donc, si vous partez, on va être bien seul. Ça va être compliqué aussi. Donc voilà, c'est l'idée de justement de pouvoir continuer à se battre et surtout donner de la visibilité. Nous, chez Franc-Tireur, chaque abonnement, ça joue. Et là, on l'a vu, alors que la presse s'effondre en kiosque, Le Monde notamment, quand il y a eu une enquête de Génie Bastier du Figaro sur Le Monde, ils ont perdu énormément d'abonnés. Voilà, ouais, c'est énorme. Combien ? France Inter, là, ont perdu près d'1 million d'auditeurs. Donc, en fait, c'est soutenir. Après, vous faites ce que vous voulez, vous soutenez en fait la presse que vous voulez, mais en tout cas, si vous avez envie de faire quelque chose, c'est acheter nos livres, soutenir la presse qui, pour vous, incarne le mieux ce que vous attendez. Et après, vous, si par exemple, je sais pas, c'est Figaro, c'est L'Express, et même Libération, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, soutenez la presse et on en a besoin. Voilà. Et soutenez Nora. Merci Nora. Merci Ilana, nous clôturons cette conférence. Merci infiniment. Vous retrouvez notre conférence sur Active-le-Bas sur YouTube. Merci.